Bonjour à tous, merci d'être venus. En général, je ne suis pas particulièrement formel, mais j'aimerais cette fois quand même remercier sincèrement les organisateurs qui ont eu le courage de m'inviter, puisque visiblement maintenant il faut du courage pour m'inviter, et surtout de maintenir la conférence à un moment où les pressions étaient grandes de la part de certains de vos camarades, et je pense de façon beaucoup plus laide de la part de l'université qui, comme vous le savez, a fait annuler la conférence ou a annoncé aux organisateurs qu'elle devait être annulée il y a à peu près 1h30, alors que j'étais dans le train pour venir vous parler, sans nous prévenir et sans donner de raison autre qu'un risque à l'ordre public qui est un terme de préfecture en général et pas de présidence d'université. Donc c'était important pour moi de voir que certains d'entre vous ont eu le courage d'aller au-delà de cette violence symbolique extrêmement importante, parce que c'est extrêmement violent, il ne faut pas sous-estimer, et je supporte pas les politiciens et les personnes de pouvoir qui font comme si ces questions n'existaient pas lorsque, par exemple, une accusation, une procédure est enclenchée contre eux, et qui prétendent qu'il n'y aurait pas de sujet, en fait, et que s'abritant derrière la présomption d'innocence ou d'autres questions, construisent une sorte de barrage entre eux et la population sur des questions qui sont pourtant extrêmement importantes pour la société et qui réveillent parfois des vives blessures, surtout lorsqu'elles sont instrumentalisées par la presse comme ça a été le cas en l'espèce. Donc j'aimerais peut-être revenir brièvement sur cette question, peut-être par respect aussi pour les personnes qui ont cru se mobiliser, je l'espère, de façon sincère, en rappelant quelques éléments que je vais pouvoir énoncer. À tous les jours à Darmanin. Allez. Qui a partagé les photos de la première fois. Au revoir. D'accord. Ferme ta gueule. Moi, je peux être impoli avec toi. Vous, je peux me permettre de faire, on n'a pas le droit. Mais c'est une violence symbolique d'avoir voulu empêcher de donner la parole. La question de la gauche devant elle. Allez, le faire. Bon. Donc, je trouve que la violence qui s'exprime est assez symptomatique, je pense, bien au-delà de la question de l'espèce, je pense d'un état de la société et d'une violence qui s'horizontalise, et ça dit toujours un défaut du politique. Le principe du politique, c'est la gestion de la violence, c'est le sens, en fait, de notre investissement massif au sein de ces institutions pour essayer de nous protéger les uns des autres et ne pas avoir à régler nos comptes les uns envers les autres. On investit dans la construction d'un certain nombre d'institutions qui ont pour vocation de gérer cette violence, d'essayer de la diluer au minimum par la police, par la justice, de mettre en œuvre un certain nombre de procédures qui permettent d'éviter ce genre de situation et la violence qui semble traverser la personne qui vient de prendre la parole. Il y a très clairement une défaillance aujourd'hui sur la question des violences sexuelles au sein de la société française et de ses institutions étatiques. Il y a très clairement une défaillance aussi dans la façon dont on essaye de réagir à ces questions et dont on essaye d'en défendre les victimes, parfois par des arrois, sans trouver peut-être les bons outils pour le faire. Évidemment, quand vous êtes concerné à titre personnel par ce que je considère avoir été de façon extrêmement laide une instrumentalisation politique, du corps d'une femme avec qui j'ai partagé quelque chose de très important, et la façon en fait dont, à partir d'un événement qui n'avait pas vocation à rentrer dans l'espace public et qui n'avait pas vocation à enclencher les procédures qu'elle a enclenchées, a commencé en fait une vague j'ai pas d'autre mot en fait que d'instrumentalisation et de tentative d'utilisation de cette personne à des fins de salissure. Et dès lors qu'on est dans un système où le débat politique se réduit à l'attaque au corps qui est censé incarner l'idée, on est dans une situation qui devient, à mon avis, extrêmement dangereuse et fragile pour la société. J'ai vécu pendant des années auprès de Julian Assange une situation similaire. Il a été accusé pendant de très nombreuses années d'un viol.
envers une personne qui accusation qui s'est révélée vraiment quasi identique à la situation que j'ai vécue, c'est-à-dire une main courante qui n'alléguait ni violence, ni menace, ni contrainte, ni altération du consentement, et ainsi de suite, mais qui a été immédiatement récupérée par l'appareil judiciaro-médiatique pour essayer de le détruire. Et j'ai gardé de nombreuses leçons en fait de cette situation et de cette expérience partagée à ses côtés, à un moment où il était extrêmement isolé du fait de la lourdeur en fait de ce qui lui était reproché et de l'incapacité de la société peut-être à fabriquer des anticorps qui consistaient à se dire que l'on avait en face de soi une personne qui avait révélé certains des crimes les plus graves commis dans l'époque contemporaine par la principale puissance mondiale des États-Unis, peut-être l'un des empires les plus puissants de l'histoire, et que la proximité des événements avec ces actes politiques devait à minima créer une forme de précaution dans la façon de le traiter dans l'espace public et de tentative de compréhension des enjeux sous-jacents de cette situation. J'ai surtout vu comment l'espace médiatique a été instrumentalisé ou s'est laissé instrumentaliser de façon assez ignoble pendant ces années pour essayer d'étouffer son message politique, pour essayer de le faire taire, et ce que ça a signifié pendant toutes ces années jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées 9 ans après les premières accusations. Donc pendant 9 ans, cette personne a vécu des privations de liberté et une stigmatisation extrêmement violente. J'ai traversé à ses côtés très seul, en fait, parce qu'évidemment, tout le monde avait peur de le défendre, parce que naturellement, tout le monde a peur de se tromper dans ce genre d'affaires, parce que tout ce qui a trait à l'intimité, justement, a trait à quelque chose qui, théoriquement, échappe aux politiques. Et c'est là où ça devient un point de vulnérabilité, d'instrumentalisation potentielle. L'intimité, par définition, c'est ce qui est partagé entre deux personnes, entre deux regards, et qui, du coup, laisse la place potentiellement à toutes les subjectivités. C'est-à-dire que la possibilité de faire preuve sur ce qui s'est passé dans l'espace intime est extrêmement compliquée. Il est extrêmement compliqué d'apporter la preuve d'un événement où il n'y a eu qu'un autre témoin qui est du coup censé être la personne coupable ou la victime. Et donc en fait, il est extrêmement aisé d'instrumentaliser cet espace à des fins politiques pour éliminer telle ou telle personne, pour lui faire violence le temps suffisant jusqu'à ce que l'on finisse par renoncer du fait qu'il n'y avait aucun élément tangible qui permettait de le mettre en accusation ou en difficulté. Moi, ce que j'ai vu se déployer depuis ces quelques mois, c'est et sans volonté quelconque de victimisation ou quoi que ce soit, je considère qu'il serait normal qu'une véritable enquête soit menée. Elle ne l'a pas été, et donc je comprends encore une fois qu'une part du corps social réagisse de cette façon. Une instrumentalisation pure de cette affaire par le truchement d'abord évidemment d'une fuite dans la presse quelques heures après l'événement assez inédite en termes de rapidité, une ampleur immense qui est donnée à l'événement dans la foulée. En quelques mots, un mois où il ne se passe rien, alors que c'est une accusation extrêmement grave. On parle d'un crime, c'est-à-dire qui peut amener à 15 ans de prison, quelque chose qui devrait, si l'affaire est sérieuse, amener immédiatement à perquisition, mise en garde à vue, recherche d'éléments toxicologiques, enfin tout ce qui en fait permettrait de déterminer la vérité sur ce qui s'est passé. Rien n'a été fait pendant un mois. Et au bout d'un mois, un appel de la police qui me demandait quelles étaient mes disponibilités pour me placer en garde à vue. Alors je suis avocat, donc théoriquement j'ai un peu d'expérience de ces questions, mais j'avais jamais été confronté à cette situation et j'étais vraiment interloqué. Je me disais, mais à quoi est-ce qu'il joue en fait? Et est-ce qu'en fait, il serait en train de jouer? Donc, je dis au policier, mais je comprends pas, vous voulez me priver de ma liberté, mais vous voulez que ce soit selon ma convenance, et vous voulez enfin, et il me disait, non, mais c'est pour vous, nous, on veut, bon, bref. J'ai beaucoup hésité, et donc la question, évidemment, qui se pose pour vous, c'est qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites dès le départ? C'est-à-dire, vous avez partagé une nuit avec une femme que vous avez rencontrée, qui a été, et vous pouvez vous appuyer que sur ce que je vais vous dire, mais ces éléments, en tout cas, ne sont pas contredits par la personne en question, qui a été de bout en bout partagé. Vous avez dormi avec la personne, vous avez dormi accolé avec elle. Je suis désolé de passer par ces détails sur mon intimité, mais je pense que c'est important de les régler, tout simplement, avant de pouvoir vous parler de politique. On s'est réveillé le matin, elle m'a embrassé en partant, et 2 jours plus tard, elle vient me revoir, et elle me dit qu'elle a quelque chose à me dire, et qu'en fait... elle hésite, elle ne sait pas comment me le dire, etc. Mais en fait, elle est passée chez les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé pour déposer une main courante? Mais elle ne sait pas si elle a bien fait.
l'événement est très étrange déjà en soi. Elle me dit qu'elle a froid, elle me prend mon manteau, enfin elle commence à me parler de corrida. Enfin ça part dans une situation qui est extrêmement troublante et qui est assez déchirante pour moi parce que ce que je ressens à ce moment-là, avant tout, c'est la trahison intime. C'est-à-dire quelqu'un à qui vous êtes offert, et qui vous avez donné accès à votre intimité, et qui visiblement l'utilise de façon assez étrange, qui semble venir vers vous comme un reculon pour s'en excuser, comme si elle y avait été poussée, mais sans que ce soit parfaitement clair, et qui semble, et qui s'excuse à la fin et qui me dit qu'elle espère qu'on restera en contact. Donc le lendemain, un journaliste du Parisien m'appelle le matin. Il me dit voilà, tout le monde est au courant, une enquête pour viol a été ouverte contre vous. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre et il me dit à la fin de la conversation j'avais jamais vu quelque chose de fuité aussi rapidement. Et il me souhaite bon courage. S'ensuit une explication de ma part immédiatement où j'essaie de raconter les faits sur Facebook, vous avez peut-être vu, où je prends ce risque. En fait, moi j'aurais jamais conseillé à un client de faire ça. Enfin, vous voyez, en général, vous attendez de vous retrouver dans une situation où vous allez pouvoir vous défendre au cas où il y aurait un piège, etc. Je décide d'expliquer tout de suite ce que j'ai vécu avec cette personne. Et s'ensuit une série d'attaques, etc. Puis rien. La garde à vue un mois plus tard. Et une garde à vue, donc il me demande de prévoir 36 heures. Et donc j'y vais avec un ami qui a accepté de me conseiller comme avocat pendant cette période. Yassine Bouzrou, qui est l'avocat d'Assa Traoré notamment, qui est un grand pénaliste. Et donc on me met en cellule, on prend mon ADN, mes photos, ma photo-identité. Entre-temps, la femme en question continue à regarder mes stories sur Instagram et m'a écrit des messages en me disant pourquoi est-ce qu'ils ont rendu public cette plainte, cette main courante, parce que c'était une main courante, ils n'ont pas le droit, après m'avoir écrit qu'elle allait la retirer, qu'elle était encore une fois désolée. Enfin, une sorte de confusion très, très, très perturbante. On commence à me poser des questions de personnalité d'abord. Il y a 3 interrogatoires successifs pendant la journée. Et au 3e interrogatoire, en fait, c'est sur la version qu'a donnée la personne en question, que je connaissais déjà partiellement parce qu'elle avait fuité dans la presse. C'était ça le départ de l'affaire, c'est-à-dire que moi donc la main courante fuite, enfin l'existence de la main courante, moi je donne ma version et après ils font fuiter la version qui a été décrite par la femme en question dans la presse. Donc il commence à me poser des questions sur si je suis d'accord sur la description des faits, ainsi de suite. Et je vois mon avocat qui commence en fait à se raidir progressivement au fur et à mesure de la garde à vue. Et qui finit par demander au policier, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Il n'y a aucun élément dans les déclarations même de cette femme qui indique la commission d'une agression sexuelle ou d'un viol. Et là, le policier, très gêné, ne sait pas quoi répondre, et donc Yassine Bouzrou écrit tout de suite au procureur de la République et fait un communiqué en dénonçant la situation. Il me renvoie en cellule et ils me sortent au bout de 8 heures, au lieu des 36 heures. Quand vous êtes accusé d'un crime et qu'on vous place en garde à vue, normalement, à la fin de la garde à vue, c'est évident, soit il y a un classement sans suite parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est complètement trompé, soit, et c'est quasi systématique en fait, on vous défère auprès d'un juge d'instruction pour ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution, qui va vous amener soit à être amené en détention provisoire, soit à faire l'objet d'un contrôle judiciaire, avec un certain nombre d'obligations, ainsi de suite. Là, on me libère. On me dit, vous pouvez partir. Et je dis, mais... et donc, on verra. On verra. Et ils ne font rien. S'ensuit, quelques jours plus tard, un article de Mediapart, donc un journal qui a été fondé avec l'aide d'un proxénète, Xavier Niel, qui a apporté 300 000 € du 1,5 million de capital de départ de Mediapart, chose que Mediapart a toujours nié et que j'ai révélé dans Crépuscule, un livre que j'ai publié en 2019. 2 mois après que je l'ai révélé, Mediapart commence une enquête sur ma vie privée, qui va durer 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il va y avoir 2 journalistes qui vont récolter la moindre information concernant ma vie intime qui pourrait circuler dans Paris, afin de savoir comment je me comporte et ainsi de suite. Et là, soudain, Mediapart considère qu'il est urgent de publier l'article et ils me disent « Vous avez 24 heures pour répondre à 25 questions sur votre vie privée.
On a, par exemple, des photos de votre sexe, on aimerait savoir si c'est le vôtre, il a été transmis par une personne qui est une amie d'une personne à qui il aurait été transmis. Enfin, je vous laisse imaginer la violence de la situation, beaucoup plus violente en fait encore que ce qui venait de se passer. Et donc avec toute une série d'éléments assez délirants, d'autres qui s'approchent du réel, ainsi de suite. Bref, ils finissent par publier un article qui s'intitule très sobrement « Violence sexuelle, révélation sur le comportement de Laurent Banco », qui apparaît en une de Mediapart, qui concerne une personne publique qui n'a pas de position de pouvoir particulière à ce moment-là, très bien, dans laquelle ils exposent des éléments de mon intimité de façon extrêmement violente, souvent renversée. Par exemple, une histoire assez simple, ils disent que j'aurais fait circuler une vidéo sexuelle me concernant avec une compagne. J'en ai jamais parlé, mais je pense que c'est important de le dire pour vous donner une idée de ce que ça peut être de se retrouver face à un espace public pareil. Lorsque j'avais 18 ans, un supposé ami avait pris mon disque dur et il avait volé une vidéo, en effet, qu'une amie avait tournée avec moi et avait décidé d'organiser des projections à Sciences Po avec d'autres personnes de cette vidéo et de la faire diffuser au sein de Sciences Po. Et donc, par le jeu de la rumeur non vérifiée, ça devient dans l'article de Mediapart une accusation de ma part, comme quoi je ferais circuler une vidéo où je coucherais avec une femme, et ainsi de suite. Et tout est à l'avenant. L'article, qui est assez ignoble, fait l'objet d'une vague de commentaires indignés, vraiment indignés de la part des abonnés de Mediapart. Si vous regardez aujourd'hui, il y a 650 commentaires sous l'article, il y en a 630 qui sont à charge vraiment en disant que c'est indécent d'avoir fait une chose pareille, sauf que l'objectif est atteint. L'objectif, c'est évidemment venger l'humiliation que j'ai sans le vouloir suscité auprès notamment d'Edoui Plenel dans Mediapart et faire aboutir cette vendetta qui depuis 2 ans les anime. Et pourquoi est-ce que l'objectif est atteint? Parce que la seule chose à laquelle a accès la quasi-totalité de la population, c'est le chapeau de l'article et le titre, parce qu'il n'y a que 150 000 personnes abonnées à Mediapart et à peu près 66,5 millions de personnes en France qui n'ont pas accès au contenu. Et le texte de l'article, encore une fois, c'est violence sexuelle, révélation sur le comportement de Laurent Banco. C'est d'ailleurs cet article qui a été repris dans le tract qui a été distribué brièvement autour de cette salle, le chapeau, et on s'en contente, et je suis assez convaincu en fait que les personnes qui l'ont diffusé n'ont même pas cherché à lire cet article. Deuxième effet de cet article, et c'est ce qui explique en fait la raison pour laquelle les 2 journalistes de Mediapart, Camille Turchi et Lannick Bourdou, étaient si pressés, c'est empêcher le classement sans suite de l'affaire. Et donc en fait, cet article donne l'excuse au procureur de la République, qui avait déjà fait fuiter la main courante, qui avait déjà fait fuiter l'ouverture d'une enquête pénale une enquête préliminaire alors que rien ne la justifiait, qui avait évidemment fait fuiter la garde à vue, de ne pas se dédire, c'est-à-dire ne pas avoir à classer sans suite, et donc à se retrouver dans une position quand même assez embarrassante pour eux, c'est-à-dire comment justifier le fait qu'il s'est fait un tel tintouin sur cette affaire alors que dès le début il n'y avait rien, et donc de faire quoi? De confier à un juge d'instruction la situation, de façon à ce que ça dure longtemps, à ce que cette épée de Damoclès soit maintenue au-dessus de moi, pardon, et que la décision finale de prendre un non-lieu soit de la responsabilité d'un juge et non du parquet qui est, comme vous le savez, sous l'autorité directe du ministre de la Justice, qui avait évidemment été immédiatement informé de la situation et de l'Élysée. Et donc dans cette situation, les services de police, sous la direction du juge d'instruction qui a été nommé, et on sait comment certains juges d'instruction peuvent être nommés avec... c'est des détails qu'on connaît quand on est au sein d'institutions judiciaires, c'est-à-dire qu'il y a des calendriers, en fait. Il y a des jours dans lesquels c'est tel juge d'instruction qui récupère telle affaire et tel autre juge d'instruction qui récupère telle affaire tel autre jour. Donc il faut choisir le bon jour en général quand vous voulez faire cibler une affaire. Décide de demander aux policiers de continuer à enquêter. Sauf que la difficulté est que, puisqu'il n'y avait pas d'affaire, on ne peut pas enquêter sur les faits. On ne peut plus enquêter sur les faits. On ne peut pas faire aujourd'hui une perquisition, ça ne servira à rien. Une enquête toxicologique, enfin un test toxicologique, ça servira à rien. La confrontation quelque part a eu lieu par les déclarations croisées des différentes personnes.
Donc, qu'est-ce qui reste à faire? De façon très opportune, ce qu'on appelle une enquête de personnalité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, et quand je dis aller chercher, c'est très modeste, toutes les personnes qui ont pu avoir un rapport avec moi, que ce soit sexuel, amoureux ou autre, pour essayer de les pousser à se prononcer sur le sujet. Et donc, j'entends au fur et à mesure des semaines, telle ou telle personne que j'ai aimée me dire qu'elle est harcelée par les policiers parce qu'ils la poussent non seulement à révéler mon intimité et notre intimité, mais au-delà à éventuellement porter plainte contre moi s'il y avait une situation qui pourrait le justifier. À ce jour et à ma connaissance, parce qu'évidemment personne ne m'a prévenu qu'une instruction était menée, si ce n'est justement les personnes qui se retrouvent dans cette situation assez désagréable, qui évidemment, vous l'imaginez, est désagrégeante socialement. On vous écarte progressivement des personnes qui sont autour de vous, qui se retrouvent dans une situation extrêmement confortable, c'est-à-dire d'avoir à s'expliquer pendant des heures devant des policiers sur dans quelle position on couchait, à quelle fréquence, quels étaient le type de rapport qu'on avait, est-ce qu'on était plutôt doux, pas doux, est-ce qu'on mettait préservatif, pas de préservatif, est-ce qu'on regardait des images pornographiques ou pas, est-ce qu'on buvait pas, et ainsi de suite, vraiment pendant des heures et des heures et des heures. Et est-ce que vous avez pas senti une gêne? Est-ce que vous êtes sûr que cette gêne ne pourrait pas justifier le fait que vous vous joigniez à la procédure d'une façon ou d'une autre, de façon très délicate à chaque fois? Et bien évidemment une situation qui, donc au-delà de la désagrégation sociale immédiate, a pour vocation d'agréger justement un maximum d'éléments qui, de façon opportune, pourront sortir dans la presse le moment échéant. Et en subdivisant à nouveau tel ou tel espace de votre intimité, au-delà même de vous faire savoir qu'ils ont aujourd'hui le contrôle sur votre intimité, qu'ils ont accès à l'ensemble des éléments de votre intimité, et qu'ils peuvent à tout moment vous faire, vous détruire en fait, tout simplement. Il y a la question de comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour la distribuer le moment échéant, si vous faites un geste trop, et ainsi de suite. Et ce que je dis aux personnes qui sont engagées politiquement, et aux militants en particulier, c'est que c'est avant tout de ne jamais faire confiance à quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme ça. Parce que, en fait, vous devenez immédiatement la proie au chantage. Et si vous avez une quelconque vulnérabilité, une quelconque fragilité qui pourrait, par le biais de cette procédure, être exposée, en fait, vous allez très rapidement être face à un choix cornélien, c'est-à-dire soit renoncer à votre engagement politique, soit trahir les personnes qui vous ont donné votre confiance, soit accepter potentiellement de voir votre vie détruite par une accélération du tempo judiciaire qui permettent, par exemple, votre placement en détention provisoire pendant quelques mois, quelques années, et le cas échéant, évidemment, tout ce que ça peut impliquer en termes de conséquences judiciaires par la suite, à partir de dossiers qui seront montés d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous à tous les niveaux. Il y a des garde-fous, y compris au sein du parquet. Il n'y a plus d'instruction individuelle, donc elle passe par des appels téléphoniques indirects entre la hiérarchie. C'est-à-dire que le procureur qui se retrouve in fine à gérer l'affaire peut avoir un certain degré d'autonomie, plus ou moins marqué selon lui-même son intelligence et son absence d'ambition ou de carriérisme. Le juge d'instruction, théoriquement, ne voit pas sa carrière dépendre du siège. Après, si vous tombez sur un ex-procureur qui a été nommé juge d'instruction quelques mois avant le début de l'affaire, vous pouvez vous dire qu'il y a plus de danger par rapport à quelqu'un qui serait installé depuis d'autres temps, depuis un certain moment. Et puis, il y a évidemment tout simplement la factualité. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu qu'il n'y a rien, et si vous savez qu'il n'y a rien qui pourra vous être reproché in fine, il suffit quelque part d'encaisser, d'accepter la situation et d'essayer de continuer à survivre et à exister dans une situation qui est cependant assez douloureuse parce que, évidemment, elle vous fait apparaître en porte-à-faux par rapport aux idées que vous avez défendues, mais aussi elle coûte très, très cher à ceux qui décident à un moment donné d'essayer de vous impliquer dans leur lutte. Par exemple, l'organisateur de cette conférence qui doit subir par ricochet cette violence et qui doit faire quelque part une dimension. Enfin, il y a une dimension non pas sacrificielle, mais quand même en fait exposante, extrêmement violente à cette situation. Donc, c'était important pour moi de faire le point brièvement sur tout simplement sur comment est-ce qu'on peut vivre de l'intérieur ce genre de situation. Encore une fois, pas de velléité de victimisation ni d'un quelconque ordre que ce soit. Moi, j'avais demandé à ce que le plus rapidement possible des mesures d'enquête soient prises pour qu'en fait la clarification soit faite dès que possible sur cette affaire. Je suis toujours resté à disposition de la justice et je me suis jamais plaint de rien de particulier dans cette affaire, mais je pense que c'est quand même important que vous ayez en tête dans quel contexte on se parle et les utilisations diverses qui peuvent être faites de cette situation. Un dernier point quand même sur qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on se retrouve en fait à avoir une histoire, en l'occurrence éphémère, avec une personne qu'on a rencontrée via un réseau social, c'est-à-dire sans aucun
des garde-fous qui théoriquement vous permettent de vous protéger d'une mauvaise surprise de part et d'autre et de vous retrouver dans une situation de vulnérabilité parce que la personne aurait été instrumentalisée, parce qu'il y aurait une incompréhension de quelque ordre que ce soit, et ainsi de suite. Avec Wikileaks, on était comme un... Donc, Julian Assange, que j'ai accompagné d'abord comme conseiller puis comme avocat, très jeune, à partir de l'âge de 24 ans, j'étais à Yale. On était comme un petit voilier entouré de tankers. C'est-à-dire qu'on était dans un monde où on était ciblé par des services de renseignement de l'ensemble de la planète, et où nous-mêmes, on essayait de voler des informations à ces services de renseignement, en tout cas de recevoir des informations qui avaient été soustraites à ces appareils étatiques, pour les rendre au public et pour permettre aux gens de comprendre comment fonctionnent réellement les institutions, comment fonctionnent réellement les pouvoirs, qui souvent les mettent en position de fragilité. Sauf que contrairement à un agent secret, je ne sais pas si vous avez vu le dernier James Bond, on n'a pas d'appareil étatique derrière nous. C'est-à-dire qu'on se retrouve complètement vulnérable et seul contre un certain nombre d'agents, de personnes infiltrées et ainsi de suite, qui, elles, jouent un rôle quelque part. C'est un travail pendant quelques heures de leur vie par semaine, et à tout moment peuvent revenir à leur vie réelle sans se sentir exposés, ou particulièrement parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par, disons, la DGSE pour les services secrets extérieurs, la CIA, ainsi de suite, et qui, à un moment donné, vont leur sortir des situations dans lesquelles ils seraient exposés, et qui surveillent à leur place leurs alentours pour s'assurer qu'il n'y a pas de trahison, d'exposition de quelque ordre que ce soit à d'autres services de renseignement. Nous n'avons rien de tout ça. Nous n'avons rien de tout ça, et pourtant nous étions quelque part dans la même mer que ces appareils de renseignement et ces espions, et nous étions chargés de, quelque part comme un service de renseignement. Alors ça, c'est comme, Julian le décrit comme ça, un service de renseignement du peuple. Moi, je préfère parler de Wikileaks comme une bibliothèque des pouvoirs, c'est-à-dire un endroit où vous pourriez tout d'un coup accéder aux archives les plus immédiats, y compris quelques années ou quelques mois auparavant, des agents, enfin, pardon, des autorités exécutives et des différentes institutions mondiales et nationales. Et on vit en fait très rapidement dans une situation où, et c'est quelque chose de très rare à l'échelle historique, je pense, où quelques individus sans attache particulière réussissent à provoquer des bascules à l'échelle mondiale. Sur les révélations de Wikileaks sur l'Afghanistan et l'Irak, on pourrait considérer que l'effet sur la guerre n'a pas été massif. C'est-à-dire qu'on a permis aux gens de savoir comment s'étaient déroulées ces guerres. On a permis aux personnes de savoir qu'il y avait eu beaucoup plus de morts, beaucoup plus de difficultés que celles que l'on prononçait. Mais l'effet sur le réel n'a peut-être pas été majeur. Mais si on prend par exemple deux révélations que l'on... Donc moi je rejoins Julian en 2014, donc je vous l'ai dit déjà, j'étais aux États-Unis, à Yale, qui est le temple de la CIA, 3 ans après ces révélations, mais 2 ans avant 2 révélations qui vont être massives et qui vont avoir un effet sur le réel immédiat extrêmement important, qui vont être celles concernant le Parti démocrate états-unien, à quelques mois des élections présidentielles américaines qui vont amener à l'élection de Donald Trump, et après l'élection de Donald Trump, à la publication de l'arsenal numérique de la CIA, c'est-à-dire toutes les armes qu'utilisait la CIA pour pénétrer au sein des systèmes de sécurité des ennemis des États-Unis. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand vous publiez les armes, les outils de hacking qu'utilise la CIA pour pénétrer dans tel ou tel service de sécurité, dans tel ou tel service informatique de tel ou tel pays, de telle ou telle organisation terroriste, mais aussi de telle ou telle organisation de la société civile, eh bien vous le désactivez immédiatement. Parce que dès que vous le rendez public, en fait, vous rendez public la faille qui permettait de rentrer dans ces systèmes, et donc vous permettez de la colmater. Et donc en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de désactiver la CIA dans l'espace digital, numérique, rien que ça. Et donc, encore une fois, Wikileaks, c'est même pas quelques dizaines de personnes. Enfin, c'est peut-être 2 douzaines de personnes qui, pendant des mois, ont eu ça dans leurs petites valises, dans leurs ordinateurs chiffrés, alors qu'ils étaient ciblés par la CIA, la DGSI, etc., déjà de façon assez intense, et qui, au péril de leur vie, ont gardé ces informations pour les rendre publiques, pour justement désactiver un appareil de pouvoir qu'ils considéraient comme abusif et produisant des violences de façon démesurée. Ils prennent le risque vital de faire ça. Ils portent un coup très important au pouvoir de la CIA. Et qu'est-ce que fait la CIA, évidemment, dans la foulée, en janvier 2017 ? Ils décident de faire de Wikileaks, donc les quelques dizaines de personnes, allez, soyons exagérons, qui sont engagées dans cette association, la priorité numéro 1 de l'agence, devant Al-Qaïda. Donc c'est une conférence de presse qui est faite par Mike Pompeo, le directeur de la CIA, qui cible directement Wikileaks,
qui dit qu'à partir de cet instant, Wikileaks est considéré comme un acteur hostile non étatique, donc comme les organisations terroristes, et que tous les moyens seront utilisés pour les neutraliser. Donc à ce moment-là, Julian est enfermé au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, les États-Unis prétendent qu'il n'y a pas de procédure contre Julian, que en fait, il s'est enfermé dans l'ambassade d'Équateur dans le seul but de échapper à ces poursuites qu'il avait pour viol qui étaient menées en Suède. Donc pendant des années, on a dû vivre avec la violence qui consistait, face aux gens à qui on disait il est évident que des mandats d'arrêt ont été mis contre sous-scellés, ont été mis contre Julian Assange, il est évident que les États-Unis sont en train d'essayer de détruire Julian Assange et Wikileaks, on a 1000 preuves à vous apporter, il est évident que cette procédure en Suède ne sert qu'à couvrir cet élément. On se heurtait à une forme d'indifférence de la part d'une partie des médias et de la presse qui consistait à dire écoutez, on ne peut pas savoir, et puis vous n'avez aucune preuve de ce que vous apportez formel, donc, et les États-Unis nous disent que c'est pas le cas. Donc en fait, on considère que vous êtes dans l'ambassade, qu'il est enfermé dans 20 mètres carrés dans l'ambassade d'Équateur depuis 7 ans parce qu'il a peur de se confronter aux autorités suédoises. Le lendemain de l'abandon des poursuites en Suède contre Julian Assange, le mandat d'arrêt qui avait été émis par les États-Unis contre Julian Assange et qui courait depuis des années est révélé. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, c'était une simple couverture et que l'objectif était juste non pas de ne pas avoir assumé directement le fait qu'il s'attaquait à un journaliste qui avait révélé des crimes commis par les États-Unis, mais qu'il s'agissait d'un fugitif sexuel et ainsi de suite. Et donc en fait, pendant des années, du coup, le front d'appui à Julian Assange était très faible. C'est-à-dire qu'aucune des organisations internationales de type Amnesty, Human Rights Watch osait le soutenir par peur qu'en effet, il y ait peut-être quelque chose et que ça puisse leur être reproché plus tard. Ce qui fait évidemment que quand ils abandonnent cette stratégie, il est trop tard. Il est trop tard parce qu'en fait, l'opinion publique, quelque part, est devenue complètement apathique à son sort et qu'il est très difficile de mobiliser des ressorts d'indignation qui permettent de le sortir de la situation dans laquelle il est. Et donc c'est à ce moment-là que la CIA décide de mettre en place un programme dont le contenu a été révélé dans une enquête de Yahoo News de 3 anciens grands journalistes concentrés sur les questions de sécurité, donc le mois dernier, qui révèle que, du coup, ça commence par des discussions entre Donald Trump et Mike Pompeo, donc à la Maison-Blanche, dans lesquelles se sont discutés des plans pour empoisonner, kidnapper, voire éventuellement tuer Julian Assange, pour entraver les activités de ces différents collaborateurs sur le territoire européen, donc cambriolage et ainsi de suite, et pour déstabiliser de toutes les façons possibles l'organisation. Aujourd'hui, je vous raconte ça de façon très sereine parce que j'ai des éléments factuels qui viennent, c'est des sources de la Maison-Blanche, de la CIA, ainsi de suite, qui ont raconté ces faits-là à la CIA. Nous, évidemment, on sent tout de suite qu'il se passe quelque chose. On sent tout de suite que tout d'un coup, on commence à être suivi, nos appareils électroniques disparaissent, sont volés, on commence à avoir des perturbations très étranges dans notre vie privée, des gens qui disparaissent, qui réapparaissent, on est approché par des personnes. 1000 événements en fait qui vont détruire une grande partie des personnes qui étaient concernées, qui encore une fois ont été ciblées comme si elles étaient des terroristes et qui ont été ciblées de la même façon que les terroristes le sont aujourd'hui par la CIA. Mais on n'a pas d'éléments. Enfin, on peut dire qu'on a été cambriolé, on peut dire on a été volé, on peut dire on est en train de voir que nos conversations sont captées, mais enfin, si vous dites à quelqu'un à ce moment-là, bah, c'est la CIA, il vous regarde avec des gros yeux et il vous dit, mais enfin, ce mec est fou, il se donne une importance qui est ridicule et s'ajoute du coup le rire sardonique et sournois d'une grande partie que la bourgeoisie aime déployer face aux personnes qui tentent de faire quelque chose pour changer les choses, une sorte de distance un peu ironique sur l'ego démesuré de ces personnes qui se croient trop importantes et ainsi de suite. Et donc, qui évidemment crée une violence sociale très importante parce qu'il y a un déni de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, on a un impact en fait mondial, enfin, qui change l'histoire, parce que évidemment l'élection de Donald Trump en 2016 a été directement influencée par les révélations qui ont été faites sur la corruption d'Hillary Clinton et du Parti démocrate. Cette même personne décide de vous abattre, tout simplement, tout en ayant prétendu vous aimer beaucoup, ce qui ne nous a pas du tout étonné, et on s'y attendait parfaitement, ce qui remet en question complètement la narration qui a été faite par le Parti démocrate contre Wikileaks comme un instrument des républicains et des Russes par derrière, ainsi de suite. Et cerise sur le gâteau, donc vous êtes ciblé par la CIA, ce qui est un petit détail. Alors la CIA, je raconte dans le livre, mais pour le détail, ses bureaux sont au 14 boulevard Haussmann à Paris, au 4e étage. Tout le reste de l'immeuble, c'est le Figaro. Donc ça vous donne un peu une idée de la bizarrerie
du Petit Paris, par hasard, hein, c'est juste que la CIA y était installée, le Figaro cherchait des bureaux, et les bureaux appartiennent au Qatar, parce que sinon, enfin, tout est magnifique. Donc Éric Zemmour écrivait ses chroniques depuis un immeuble qui était loué au Qatar, et du coup, en fait, il y a un 4e étage avec l'accès réservé, avec des agents de sécurité en bas, et donc ça, c'est la base principale de la CIA. Donc, et il y a 150 agents de la CIA en France, dont 100 sous couverture et 50 officiellement. Ça fait quand même pas mal de monde pour venir vous chercher. On découvre que des caméras secrètes et des micros secrets étaient disposés dans l'ambassade ailleurs. On découvre toute une série d'éléments au fur et à mesure qui, quelque part, nous font du bien, parce qu'on finit par comprendre ce qui se passait dans nos vies. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas pire comme sentiment que de sentir que vous perdez le contrôle sur votre vie, y compris sur votre intimité, et que rien de rationnel ne peut l'expliquer, en fait. Et là, vous avez 2 choix. Soit vous devenez paranoïaque, c'est-à-dire que vous attribuez de facto tout ce qui vous arrive à un pouvoir quelconque, en vous disant, et ça vous rassure, et ça vous permet de donner une explication aux autres quant à vos échecs potentiels, etc. Et c'est soit, en fait, vous avez la réaction la plus saine, c'est celle que j'essayais d'avoir, que j'essaie encore d'avoir aujourd'hui, qui est de dire, a priori, ça ne vient pas de là, mais bon, enfin, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup de choses étranges dans votre vie. Là, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai eu droit à on m'a déposé sur ma fenêtre une carte de jeu avec un 10 de cœur et en son envers, je ne sais pas si je l'ai ici. Je pense que je l'ai ramené quand même parce que il vaut mieux la partager à chaque fois. Et voilà. Donc, on me dépose ça à ma fenêtre. Le 10 de cœur, je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça, c'est le drapeau russe. Enfin, c'est l'emblème de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que vous avez ce petit signal au même endroit où un an plus tôt, Ludovic Schacker, donc chargé de mission à l'état-major de l'Élysée, en charge des services de renseignement, parce que c'est un ancien agent de la DGSE, s'était posté pour tout d'un coup me dire, me saluer. Enfin, vous voyez, une sorte de visite amicale, comme ça, il m'avait donné son numéro, ce qui m'avait permis de le biper et donc d'avoir une trace dans les fadettes qui permet de montrer qu'en fait on n'est pas en train d'affabuler, parce que votre obsession à chaque fois c'est de vous dire mais attendez, les gens vont pas vous croire, en fait vous leur racontez des trucs qui ressemblent en fait à des jeux à des jeux romancés, en fait, à des jeux de films qui n'existent que dans les films et ainsi de suite. Et si vous commencez à raconter tout ça, les gens vont vous regarder en vous disant mais enfin ce mec est juste dans un délire paranoïaque, quoi. Et c'est normalement le cas, parce que vous venez pas d'un service de renseignement, etc., personne dans votre entourage n'a de connaissance particulière de ce genre de système, de ces protocoles, n'a aucune idée de si ce que vous racontez est le fruit d'une rentrée dans la folie progressive ou au contraire tout simplement d'une rentrée, enfin, dans un monde qui est tellement délirant en lui-même et tellement paranoïaque lui-même que tout ce qui est en train de vous arriver serait explicable par cela. Le risque est très rapidement la déstabilisation psychique, en fait, tout simplement l'effondrement par la dépression, par le suicide, comme c'est arrivé à plusieurs personnes qui ont traversé ces espaces-là et que j'ai connus, et la perte de repères à partir de la perte de l'estime de soi, parce qu'en général, ça s'accompagne d'un certain nombre d'entraves qui font qu'un certain nombre de choses que vous faisiez très naturellement, tout d'un coup, vous pouvez plus les faire. Et à partir de là, à quoi est-ce que c'est attribuable? Est-ce que c'est vous qui avez changé, qui avez plus de talent? Est-ce que c'est les personnes qui vous entourent qui vous font plus confiance? Enfin bref, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, on est dans cette situation-là, qui peut sembler exaltante de l'extérieur parce que vous êtes en train de toucher aux affaires du monde et compagnie, mais qui, dans les circonstances dans lesquelles on était complexe, avec évidemment, dans l'immédiate foulée, une difficulté à savoir à qui faire confiance, comment rencontrer de nouvelles personnes, comment savoir si la nouvelle... j'ai eu droit à ça, par exemple, une ancienne amie de la femme qui partageait ma vie, qu'elle avait rencontrée à la fac, qui avait fait de la finance pendant des années à Londres, et je sais pas quoi, et qui tout d'un coup avait décidé de faire un master en théorie politique, en philosophie, alors qu'elle n'avait jamais fait de philosophie de sa vie, spécialisée sur les lanceurs d'alerte. Et donc qui vient voir ma compagne et qui commence à dire « Ah, ça fait longtemps, comment ça va, nana, ah, j'adore ce que fait ton copain, etc. Est-ce que tu penses que je pourrais le rencontrer, etc. » Et qui vient me voir avec le décolleté le plus tombant que l'on m'ait jamais présenté, et qui, en fait, très rapidement essaye de m'embarquer dans une histoire extra-conjugale qui n'a pas eu lieu, ou quand, justement, à un moment donné, vos relations qui étaient stabilisantes et extrêmement importantes finissent par s'autodétruire dans un contexte qui est beaucoup trop agressif pour le supporter sur le moyen ou le long terme. Ce qui m'est arrivé aussi il y a quelques mois, une femme qui
que je rencontre et qui, parce que vous acceptez un moment de prendre le risque, parce que sinon vous vivez plus, donc vous acceptez des rencontres comme ça, parce que votre immédiateté sociale s'est désagrégée et qui font quand même continuer à vivre, aimer, désirer, etc. Qui au milieu de la nuit, ça je m'en souviendrai toujours, parce que c'était presque comique, en fait, me suis sûr, j'ai été envoyé. Et, euh, et en fait, comment est-ce que vous réagissez à ça? Moi, mon réflexe initial, c'était prendre discrètement mon téléphone et commencer à enregistrer, quoi, et essayer de lui dire mais de quoi tu parles, etc. Et évidemment, elle voulait pas en dire grand-chose. Donc là, typiquement, ce serait quelqu'un qui, à un moment donné, dans cette situation-là, décide de, en fait, quelque part, a des remords. Donc cette fois pas après coup, mais sur le moment, et en fait décide que c'est pas une bonne idée. Qu'en fait, ce qu'elle a accepté de faire, c'est pas, elle veut pas le faire jusqu'au bout, et en même temps, elle peut rien vous dire de plus parce qu'elle se mettrait en danger. Et donc, elle finit par disparaître. Et vous retrouvez face à vous-même à ce moment-là. Vous dites bon bah quoi, qu'est-ce que je fais maintenant? Si j'arrête de rencontrer les gens, j'essaie de me reconstruire. Enfin, comment est-ce que j'avance par rapport à ça? Dans cette situation-là, vous pouvez avoir un espoir. Et je pense que ça a été au fondement de ma radicalisation politique qui m'a amené à vouloir reprendre Paris, comme on en parlera tout à l'heure. C'est que la France vous protège. C'est-à-dire que votre pays soit quand même un lieu où il y ait des dispositifs qui vous permettent quelque part de ne pas être trop exposé à ce qui est finalement des opérations qui sont commandées par l'extérieur a priori. Ce d'autant plus que on est ceux qui avons révélé en 2015, et c'est là où mes ennuis ont commencé en fait, que des communications des présidents français, donc à l'époque ça avait été successivement Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, avaient été interceptées de façon systématique par la NSA, mais aussi celles de leurs conseillers, téléphone de travail mais privé aussi, ainsi que les communications de toute entreprise française qui participait à un appel d'offres supérieur à 250 millions d'euros dans le monde, afin évidemment de saboter leur appel d'offres et de favoriser les entreprises américaines. Donc, Wikileaks révèle ça, et Juliane a la merveilleuse idée, alors que j'ai un plan je suis son conseiller juridique encore à l'époque, la merveilleuse idée de me proposer d'être le représentant de l'organisation en France pour cette question-là. Donc, il met mon nom sur le site de Wikileaks, dans le communiqué, et en dessous des révélations, et mon numéro de téléphone, et mon adresse mail. J'ai toujours ce même numéro de téléphone, ce qui est, je pense, un truc d'autodestruction un peu chelou. Mais, et à ce moment-là, je suis un enfant, en fait. C'est-à-dire que moi, je sors. Enfin, vous voyez, quand vous vivez dans un milieu hyper privilégié, vous avez grandi dans le milieu du cinéma, vous avez rencontré toutes les stars de la planète, etc. Donc, vous avez une vocation à vous sentir assez puissant naturellement. Vous faites en plus, au surplus, toutes les grandes écoles, Sciences Po, Normal, un doctorat, vous passez par Yale, vous rentrez au Quai d'Orsay après avoir fait la Cour internationale, vous rencontrez à 21 ans, moi j'accompagnais le procureur de la CPI, rencontrer des chefs d'État. Enfin, donc vous êtes dans une situation où en fait vous vous pensez ultra dominant. Ce qui fait que quand vous êtes à Yale et qu'on vous propose de bosser avec Julian Assange, pour vous, c'est avant tout amusant, quoi. C'est une histoire de vivre quelque chose, de vivre une aventure, de donner du sens à ce que vous faites, mais pas... À aucun moment vous vous sentez mis en danger ou vulnérable par rapport à une aventure comme ça, parce que vous avez une place extrêmement puissante au sein de votre pays. Donc moi, j'y vais en fait la fleur au fusil. J'échange des textos avec Hollande pour lui demander l'asile pour Julian Assange. On publie une tribune dans Le Monde. J'obtiens un 20 heures sur TF1 pour Julian, ce qui montre a priori qu'en effet on est plutôt bien reçu. C'est-à-dire que j'ai raison de ne pas penser que j'ai à m'inquiéter, parce que la France a tout intérêt en fait à nous défendre et à nous protéger. Et tout d'un coup, en fait, toutes les communications s'arrêtent avec le pouvoir politique. Donc c'est une époque où on m'avait proposé de travailler au cabinet de Taubira, au ministère de la Justice, et du jour au lendemain, tout est fini, et je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, j'ai appris seulement il y a 1 an que la réaction des services de renseignement français n'a pas été de demander la Légion d'honneur pour Julian Assange. Éventuellement, moi je voulais bien, pourquoi pas. Enfin, on n'y pensait même pas, vous voyez, enfin, c'était pas le sujet, mais on aurait bien aimé qu'il y ait un geste de protection à leur égard. Non, ça a été de nous placer en fait, sur les listes prioritaires des services de contre-espionnage de la DGSI. C'est-à-dire que je deviens un ennemi de la nation au sein de mon pays. Pourquoi? Parce que j'ai révélé que les communications de nos dirigeants et de nos entreprises étaient pillées par un pays qui, en fait, a une telle influence au sein de la France qu'elle peut activer ces relais-là pour essayer de faire taire ceux qui exposent ses intérêts. Et donc ça, en fait, j'ai mis longtemps à le découvrir. Donc j'ai fini par... Enfin, je l'ai appris par hasard. Je l'ai appris parce qu'une
jeune femme que j'aimais beaucoup, que j'ai rencontrée à Hong Kong alors que j'ai accompagné ma sœur, donc un truc théoriquement qui n'avait rien à voir. J'ai rencontré une fois 10 ans avant, je l'avais ressollicité, a fini par me dire que voilà, enfin que elle travaillait pour ces personnes-là, qu'entre-temps elle est sortie de là-bas et qu'elle se sent vachement sale d'avoir pendant des mois voilà, récupéré les informations qui me concernaient et que je partageais en toute innocence. Et donc elle me donne des détails et je révèle de façon un peu biaisée dans le livre. Je parle de la section K, qui en fait est liée non pas au contre-espionnage, donc à la section K de la DGSI, mais à l'intelligence économique. Et je l'avais fait à l'époque pour brouiller les pistes sur ma source. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le faire. Mais j'étais obligé en fait de créer une sorte de décalage qui donne l'impression que en fait j'avais pas eu une source directe qui me permette de savoir de l'intérieur de la DGSI que j'avais été ciblé par cette organisation. Et donc en fait à partir de là, ça va être des contrôles aux frontières qui durent un peu plus longtemps que prévu quand on revient d'un pays tiers. Ça va être toute une série d'éléments assez troublants qui vont faire que je vais sentir en fait vraiment un changement dans ma vie et au point où je vais finir par écrire au ministère de l'Intérieur pour leur demander des comptes en leur disant j'ai remarqué tel élément, avant même de savoir donc, que j'étais ciblé, en disant d'arrêter. En fait, j'écris ce qui évidemment, ça n'a aucun sens, évidemment qu'ils vont pas arrêter parce que vous leur demandez. Et je rencontre quand même, et toujours avec cette ambivalence, où je rencontre quand même Ismaël Émilien, qui était le conseiller spécial de Macron à l'Élysée, donc dans l'ancien bureau de Macron, puisqu'il l'avait récupéré à l'époque, en décembre 2017, pour tenter d'obtenir une dernière fois l'asile de Juliane. Ce à quoi je me vois répondre que ça serait vraiment bien que les Macron Leaks disparaissent. Et que si les Macron Leaks disparaissaient, peut-être qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, je repercute auprès de Juliane en m'imaginant bien la réponse qui allait être la sienne, et on s'en tire là. Donc tout ça entre 24 et 28, 29 ans. Qu'est-ce qui me sauve? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'être là, même si encore une fois, c'est justement ce qui est attaqué par les dernières procédures, c'est les Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes, et pourquoi est-ce que je vais partager quelque chose de très fort avec les Gilets jaunes, malgré le fait qu'apparemment tout est opposé entre nous? C'est le fait que tous les deux, on a senti ce que c'était de se sentir vulnérable dans son propre pays du fait d'une absence de protection du pouvoir politique. C'est-à-dire que les Gilets jaunes sont la partie de la France qui est exploitée par les classes dominantes de ce pays. Ce sont les personnes qui, de façon systématique, ne voient pas le politique comme quelque chose qui est là pour les protéger, mais comme quelque chose qui les expose, les rend vulnérables, et éventuellement leur retire quelque chose. C'est des personnes en général d'un certain âge, donc qui ont perdu vos illusions, les illusions que vous avez peut-être encore aujourd'hui, qui, du fait du système universitaire et ainsi de suite, vous donnent encore l'impression que vous allez pouvoir jouer un rôle qui corresponde à vos aspirations, à vos talents et ainsi de suite, sans prendre encore en compte complètement le fait que vous êtes surdéterminé et qu'en fait le pouvoir est là pour rester entre les mains de ceux qui se le sont accaparés. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une explication clé du fait que le cœur de cette mobilisation sociale commence autour de 40 ans. Et les Gilets jaunes sont des personnes donc, que j'appelle à soutenir avant le premier acte, et qui vont en fait tout simplement constituer un socle extrêmement puissant, qui vont me permettre de me relier à la France, et de comprendre que je n'avais pas été trahi par ce pays, mais par son État, et par une partie des personnes qui accaparent cet État. Et qu'en fait, ce peuple-là était mon peuple, et que je me sentais à leur côté en position de continuer en fait une aventure politique et humaine pleine. Et cette révolte miraculeuse qui les place aux portes des lieux de pouvoir à Paris, et qui va durer et qui va montrer en fait un déracinement par rapport au système représentatif institutionnel qui permet toutes les corruptions qui nous ont amenés à la situation qui était la nôtre à notre petite échelle en tant que proche de Julian Assange et de Wikileaks, en fait vont jouer un rôle cardinal dans la redéfinition de notre situation, et vont là en fait faire que si en effet on continue à être ciblé par l'ensemble de ces appareils de pouvoir et de renseignement, cette fois on est protégé, parce que cette fois on est des milliers en fait à être dans une situation similaire, et cette fois on sait qu'on va être accompagné dans le cas où un accident entre guillemets pourrait nous arriver. Je suis parti enquêter plusieurs fois entre 2012 et 2020 dans des zones de guerre au Nord Kivu, au Centrafrique, au Yémen.
Et je savais très bien, donc, sur les activités d'Areva, sur l'implication de la France dans la guerre au Yémen, au Nord Kivu, tout simplement, sur la guerre qui est située, qui avait cours là-bas, pour le monde diplomatique. Et je savais parfaitement qu'à ce moment-là, il n'y aurait rien de plus facile que de recevoir une balle perdue. Vous voyez, dès le moment que vous n'êtes personne et que vous allez sur des terrains où l'accident est vite arrivé et finalement, en fait, il y a une présomption dans l'espace public que c'est un endroit qui est dangereux et criminogène, il n'y a rien de plus facile que de vous éliminer. Et donc, à chaque fois, je faisais très attention à n'y aller que dans une situation où je n'apparaîtrais pas suffisamment dangereux pour le pouvoir en question, parce que les services de renseignement qui nourrissent Areva sont extrêmement puissants, par exemple. Et je calculais quelque part dans cet entre-deux, en m'appuyant sur la position institutionnelle que j'avais eue jusqu'alors, grâce à mes différents postes dans les lieux de pouvoir français et dans leurs écoles. À partir du moment où je deviens un personnage public avec les Gilets jaunes, je comprends que la menace devient intérieure parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ces personnes ont véritablement tremblé pendant cette période. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, au sein du Petit Paris que j'ai continué à fréquenter, dans lequel je suis de façon assez rigoureuse, je me suis de façon assez rigoureuse décidé à ancrer, même si ça suscite tout un certain nombre de colibets et d'ironie de la part des personnes qui ne supportent pas cette situation. J'ai vu une véritable peur prendre au sein de ces élites dirigeantes parce qu'elles voyaient qu'il y avait une forme de masque qui tombait et qu'il y avait en fait une sorte de désinhibition de la part de ces personnes qu'elles s'étaient habituées à exploiter et mépriser, qui pourrait en fait amener à leur renversement. Et en fait, ça a été d'une grande beauté. Et tous les actes politiques qui ont eu lieu pendant cette mobilisation ont été d'une importance cardinale, y compris historiquement parlant, qui contraste de façon extrêmement violente avec la façon dont ils ont été traités médiatiquement. C'est-à-dire que vous aviez quelque chose qui, semaine après semaine, avait vocation à les salir, à réduire leur importance, et ainsi de suite. Et en fait, vous aviez la continuité en dessous de ce qui se construisait, qui n'était pas visible, qui évidemment se trouvait réduite par les offensives médiatiques qui visaient à le décrédibiliser, mais qui en construisaient en fait des effets sur le territoire, et qui avaient, y compris dans leurs versions les plus spectaculaires et intéressantes, comme l'attaque au Fenwick du porte-parole du gouvernement, de Benjamin Griveaux, enfin une dimension intéressante. Attaque à laquelle, comme je l'ai déjà raconté, j'ai assisté, j'étais à côté, et qui pour moi était fascinante parce qu'elle montrait l'intelligence intuitive d'un peuple qui se mobilise, c'est-à-dire des personnes qui par hasard se retrouvent dans cet espace-là de Paris. Je pourrais vous raconter toute l'histoire, mais c'est assez, en gros, on se retrouve vraiment à marcher un peu repoussé par les forces de l'ordre de rue en rue parce qu'ils essayaient de nous empêcher de manifester. On se retrouve par hasard devant le siège de Yves Saint-Laurent qui est en construction, qui est un énorme palais extraordinaire financé par la fraude fiscale. On sait que Kering a plus d'1 milliard d'euros de fraude fiscale. Enfin, ça a été révélé que plus d'1 milliard d'euros avaient été fraudés par Kering, donc la maison mère d'Yves Saint-Laurent, détenue par François Pinault, lui-même détenteur du Point, et très proche d'un certain nombre de politiciens. Donc, grâce à cet argent, ils achètent cet énorme siège social dans le 7e arrondissement. Et ils le mettent en travaux. Et évidemment, vous imaginez bien qu'on ne se dit pas que quelqu'un va voler un Fenwick dans le 7e arrondissement. Donc, ils laissent les clés du Fenwick qui étaient là dans la rue. Et du coup, les Gilets jaunes, ils savent en général comment démarrer un Fenwick et où le trouver. C'est un peu la façon qu'ils ont de gagner leur vie pour une partie d'entre eux. Et donc, ils décident de monter dessus et de commencer à s'amuser. Sauf qu'on est dans la rue perpendiculaire à la rue de Grenelle où se trouve le porte-parole du gouvernement. Et à un moment donné, il y en a un qui remarque que c'est le porte-parole du gouvernement. Donc, il fonce dans les portes. Ils explosent de rire. Une demi-seconde après, ils disent merde, qu'est-ce qu'on a fait? Ils commencent à courir dans tous les sens. Mais d'abord, ils rient. Donc là, déjà, quand même, un élément très important. C'était absolument pas glauque. Ça a été décrit comme une attaque contre la République, un truc crépusculaire, etc. Ce qu'on voyait, en fait, c'était des gens qui étaient heureux d'avoir fait une facétie, pardon, un peu comme des enfants qui, à un moment, font une bêtise, qui leur permet enfin de faire quelque chose et de se faire voir quelque part dans un dispositif politique où leur voix était écrasée à coups de gaz lacrymogène, de tirs de LBD, de grenades et ainsi de suite. C'est quand même la même journée où quelqu'un perd une main auprès de l'Assemblée nationale. C'est la même journée où l'affaire Christophe Détinger intervient, donc le boxeur qui se retrouve encerclé par des CRS et qui voit qu'ils sont en train de frapper à terre une femme et qui décide de rendre des coups à main nue contre un CRS casqué et armé de façon assez noble, parce que dès le moment que le CRS s'écarte, il arrête de frapper. Et donc, à ce moment-là, ce Fenwick qui rentre, il faut quand même l'entendre, dans un palais qui a été récupéré par la République pour porter la parole des Français, porte-parole du gouvernement,
palais à partir duquel Benjamin Griveaux, qui n'a aucune légitimité à occuper un quelconque espace politique au sein de la société, qui est un fils de notaire de province, qui a toujours grenouillé de droite à gauche, de HEC à Sciences Po, enfin, sans jamais en fait rien faire de significatif dans sa vie, et ne rien représenter de particulier, se retrouve à parler des gilets jaunes, comme vous vous en souvenez, j'imagine, comme ceux qui fument des gitanes et qui roulent en diesel. Pour quelqu'un qui représente le gouvernement de la France, qui porte la parole de la France, c'est quand même c'est un peu humiliant, quoi. C'est un peu humiliant, c'est pas très pertinent, et du coup, quelque part, c'est une histoire. Ils ouvrent les portes de ce porte-parole-là en disant Coco, ça nous appartient. Cet espace doit demeurer ouvert et doit continuer d'appartenir au peuple de France. Il ne t'appartient pas, toi. Et donc Benjamin Griveaux prend ses jambes à son cou, part une issue de secours, traverse un jardin et va se réfugier ailleurs. Et que font les Gilets jaunes? Ils arrêtent immédiatement. Parce que leur idée, c'est pas de prendre le pouvoir. Leur idée, c'est pas de se remplacer, de se substituer à un gouvernement, mais tout simplement d'envoyer un signal et de demander du respect sans évidemment provoquer de violence trop importante. Donc ce mouvement pêche par sa spontanéité, qui fait sa force dans un premier temps, mais qui très vite va le désagréger. Et c'est pour ça en fait que j'ai écrit Abattre l'ennemi, donc après avoir publié Crépuscule, qui avait été publié au moment avant le mouvement des Gilets jaunes, juste avant, et qui l'a beaucoup alimenté, je pense, qui est un texte qui permet de se dire, ok, donc pendant des mois, des Français à peu près de toutes conditions et surtout de l'ensemble du territoire se sont retrouvés ensemble, on commençait à réfléchir ensemble, on commençait à se dire, c'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'on nous impose des décisions, que ce soit de la privatisation des aéroports de Paris à la taxe carbone, ainsi de suite, qui créent des difficultés dans notre vie et qu'on soit à aucun moment en capacité de faire entendre notre voix. Et donc, on réfléchit ensemble, et je reprends une partie du texte qui est programmatique, qui vise tout simplement, d'une part, à répondre à leurs attentes, celles que j'ai entendues en traversant la France pendant toute cette période, et aussi les attentes institutionnelles qui permettront d'adopter le contenu qui après sera, selon l'idéologie politique dominante du moment, plutôt de droite, de gauche ou autre. Et à la fin, peut-être plus important, donc toute une série de mesures, mais à la fin, un très joli plan que vous voyez derrière moi, avec 110 lieux qu'il s'agirait d'une part d'aller chercher, si un jour une masse populaire soutenue comme l'étaient les Gilets jaunes les 17, 24 novembre 2018 et 1er décembre 2018 par 85% de la population, ne jamais oublier ça, des centaines de milliers de personnes qui à un moment donné réclament justement une considération et de sortir ce qu'ils considèrent comme des gouvernants qui sont là pour les piller, les exploiter et non les respecter, leur permettent tout simplement d'y arriver. Et donc en fait leur faire une cartographie du pouvoir qui leur permette à Paris et en province de rendre effective leur mobilisation et, le cas échéant, dans le cas où il y aurait un blocage démocratique comme on le connaît depuis un certain nombre d'années du fait des facteurs oligarchiques que j'ai décrits dans Crépuscule, de faire entendre une voix populaire et de retrouver une forme de souveraineté qui redonne à la France sa puissance. Donc j'avais prévu au départ de vous faire une petite visite guidée de Paris qui vous aurait permis à peu près de comprendre comment se structurent les pouvoirs aujourd'hui et comment est-ce qu'on pourrait utilement les remplacer pour rendre ce pays véritablement démocratique et rendre au peuple la capacité à décider. Donc non pas rendre au peuple la décision en tant que telle, parce que on comprend parfaitement qu'une grande partie des Français n'ait pas envie de se préoccuper de politique au quotidien, mais qu'en tout cas, à tout moment où il pourrait y avoir une majorité de Français qui ne supportent plus les décisions qui sont prises par le pouvoir politique ou qui voient que ces décisions vont très clairement contre l'intérêt général, de s'en ressaisir par un certain nombre de mécanismes qui ont été défendus par les Gilets jaunes, référendum d'initiative citoyenne, mandat impératif et révocatoire, création d'un mandat de défenseur du peuple, et ainsi de suite, qui permettent justement à tout le monde d'intervenir dans l'espace public et d'imposer aux dirigeants, tout simplement, d'entendre la voix majoritaire et d'empêcher un pillage tel qu'on a pu le connaître par un certain nombre de décisions sous le quinquennat actuel et sous les quinquennats précédents. Il se trouve cependant que dans un moment d'ennui peut-être, j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube et donc de vous faire une visite un peu guidée qui est retrouvable sur Internet. Donc je me dis qu'il serait peut-être plus opportun qu'on ouvre la discussion maintenant en fait sur les questions politiques et peut-être des remarques que vous aurez par rapport à ce que je vous ai exposé, plutôt que je vous fasse cette visite virtuelle qui, sinon, si elle vous intéresse et si vous me le demandez justement dans le cadre des questions, on pourrait y passer ponctuellement. Mais l'idée, c'est à la fois, donc à travers ce plan qui se retrouve tant dans le livre de façon détaillée avec en fait quelques explications pour chaque lieu
que sur la vidéo YouTube, où c'est une présentation un peu plus générale du principe en fait de ce nouveau pouvoir politique qu'on proposerait. C'est tout simplement en fait de vous donner des armes et de vous dire, et ça quelque part en fait il faut, ma bibliographie commence à être un peu étoffée, c'est-à-dire qu'en fait là, si vous avez jamais lu ou entendu quoi que ce soit de moi, vous arrivez, vous dites mais c'est qui ce malade mental ou ce guignol qui nous explique qu'il faut prendre Paris, qu'il faut, enfin, d'où il sort, enfin c'est quoi cet extraterrestre. Mais si vous avez lu Crépuscule par exemple, en fait vous comprenez que le jeu politique et médiatique est complètement verrouillé en amont, qu'il n'y a selon moi aucune possibilité de créer une véritable différence par le truchement de l'élection aujourd'hui en France dans les données actuelles. La démonstration de Crépuscule vise à montrer comment en fait Macron a été fabriqué institutionnellement de façon à être imposé au peuple français dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017, et comment naturellement en fait ces mécanismes vont se reproduire et vont vous laisser dans une position de soumission naturelle, dans laquelle vous n'aurez, dans le meilleur des cas, qu'à choisir entre quelques candidats soigneusement présélectionnés qui auront pour pouvoir de décider à votre place, donc c'est quand même plutôt maigre comme pouvoir. Vous fractionnez ça par votre capacité à influencer cette procédure, non seulement par le vote, mais par votre connaissance réelle des enjeux de pouvoir qui se trouvent lors de ce vote, parce qu'évidemment, on est dans un système informationnel qui est fondamentalement corrompu, avec 90% des médias qui sont entre les mains de 9 milliardaires, et donc, à partir de là, une situation où, évidemment, votre accès au réel est particulièrement subjectivé, et il est subjectivé dans l'intérêt des personnes qui détiennent ces médias et qui vont festoyer à peu près toutes les semaines à l'Élysée, comme c'est le cas de Xavier Niel ou Bernard Arnault, ou qui, à l'inverse, comme Vincent Bolloré, utilisent des créatures fabriquées ex nihilo, en l'occurrence avec l'appui de la famille Dassault, comme Éric Zemmour, pour faire contrepoids à Emmanuel Macron, parce que Bolloré est l'un des seuls oligarques, donc Bolloré qui est propriétaire de tout le groupe Canal+, donc c'est News, C8 et compagnie, et qui vient de mettre un pied dans le groupe Lagardère, donc qui a accès aujourd'hui à Europe 1, Paris Match et compagnie, et qui, en fait, de par son idéologie très droitière, donc c'est quelqu'un en fait qui est un fondamentaliste chrétien, qui se balade avec son abbé confesseur à tous ses rendez-vous importants, et qui, en fait, a à la fois une mission idéologique, c'est-à-dire de réintégrer l'idéologie chrétienne dans le débat public, pourquoi pas, et de protéger son empire. Or, comment est-ce que vous protégez votre empire dans un système où capitalisme et État sont extrêmement imbriqués, comme est le système français, et où, lorsque vous êtes, comme les Bolloré, dans des secteurs qui consistent à, en gros, détenir les ports de l'Afrique occidentale et les utiliser pour piller les ressources africaines qui vont permettre après de nourrir la puissance française, comment est-ce que vous faites pour survivre dans ces circonstances-là, sans l'appui de l'État ou en confrontation avec le pouvoir politique? C'est impossible. Donc vous êtes obligé, si vous n'avez pas contribué à l'élection d'Emmanuel Macron, comme c'est son cas, Macron a été fait par Xavier Niel, Bernard Arnault, donc Niel étant le gendre de Bernard Arnault, donc Niel propriétaire du Monde, de Télérama, de l'Obs, de tout le groupe Le Monde, donc La Vie, et ainsi de suite, qui a été donc actionnaire fondateur de Mediapart par le truchement des amis de Mediapart. Il avait été de Bakchiche aussi, il a des contributions à peu près dans tous les médias. Donc gendre de Bernard Arnault, qui est lui propriétaire du Parisien, des Échos, et ainsi de suite. Première fortune mondiale, comme vous le savez, surtout du coup à travers LVMH, premier annonceur, donc c'est-à-dire que français, donc toutes les entreprises de presse dépendent de LVMH pour atteindre leur équilibre économique, et c'est ce qui a amené d'ailleurs en 2009 Le Monde, la rédaction du Monde, pardon, à perdre le contrôle du Monde et à devoir se mettre entre les mains de Xavier Niel, qui alors s'était déguisé en quelqu'un de gauche pour essayer de les séduire. C'était parce que, ensemble avec Lagardère, Bernard Arnault avait décidé de bloquer, d'une part, les ressources publicitaires du Monde, donc pour l'assécher et très clairement le forcer à perdre son indépendance, et par ailleurs, avait décidé de retirer ses médias de l'imprimeur du Monde, ce qui avait produit la faillite de l'imprimeur du Monde, ce qui avait donc amené le Monde à devoir se recapitaliser. Donc on a d'un côté la triade de Bernard Arnault, Xavier Niel et Lagardère, qui à l'époque dont Macron avait été le banquier d'affaires. Donc Lagardère étant propriétaire du JDD, d'Europe 1, de Paris Match, et de l'autre, donc Bolloré, qui, de par son idéologie réactionnaire, se trouvait à contre-courant et ne s'était pas impliqué dans cette lutte-là. Donc évidemment, ça provoque des tensions avec Macron pendant le quinquennat, et ça force quelque part à Vincent Bolloré, pour se protéger, de soutenir la création la fabrication d'une créature médiatique et sa transformation en pouvoir, en puissance politique. Donc en l'occurrence, vous savez, je pense de qui je parle, Éric Zemmour,
par l'attribution pendant à peu près 1 an d'une tribune quotidienne d'1 heure dans C8, et en appui, donc avec Dassault, financier traditionnel de la droite, donc propriétaire du Figaro, des chroniques que Zemmour avait, et donc par ricochet ensuite par l'adjonction d'un certain nombre de réseaux technocratiques qui ont été dirigés par Sarah Knafo, donc la compagne actuelle d'Éric Zemmour, avec l'appui de la Cour des comptes et ainsi de suite, la possibilité, à minima, de faire peur à Macron, de lui montrer que, donc je parle de Bolloré, qu'il compte, qu'il est en capacité éventuellement de déstabiliser, de lui présenter un candidat qui puisse rebattre les cartes du jeu démocratique et qui en même temps permet de réactiver votre croyance dans le système électoral parce que vous voyez du spectacle. Et en fait, ce qui avait fait défaut dans la campagne de 2017, c'était peut-être le spectacle. Et c'est ça qui a provoqué, par ricochet, les difficultés de Macron à s'imposer dans le début de son quinquennat. C'est qu'en fait, tout le monde était quelque part un peu, enfin, tous ceux qui n'avaient pas voté pour Macron, traumatisés par la façon dont cette élection s'était déroulée, avec notamment l'effondrement soudain de Fillon et ainsi de suite, et qui avait fait provoqué de Fillon, évidemment, par Nicolas Sarkozy, qui avait décidé d'amener ses réseaux oligarchiques à Emmanuel Macron, parce que Bernard Arnault et Lagardère ne sont pas devenus, donc anciens témoins de mariage de Nicolas Sarkozy, ne sont pas devenus des soutiens de Macron sans raison. Donc, dans cette situation-là, la nécessité de recréer du spectacle afin de recréer une forme d'adhésion de la part de la population à l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose au cours de cette élection, qu'il y a des enjeux idéologiques réels, qu'il y aurait d'un côté la démocratie à sauver contre les fascistes d'extrême droite qui veulent bouter hors de France 6 millions de personnes de confession musulmane, et de l'autre côté, de la part de l'extrême droite et de la droite dure, tout d'un coup une véritable solution aux problèmes lancinants de la France en termes de sécurité, ainsi de suite. Vous voyez, donc on crée une artificialité très forte qui, comme vous l'aurez noté, ne touche à aucun des fondamentaux du pouvoir du petit Paris, c'est-à-dire l'appartenance à l'Union européenne, à l'euro, la fiscalité, ainsi de suite. En fait, tout ce qui permet de nourrir par ricochet les puissances qui sont en mouvement, et évidemment de continuer à mettre en position d'exploitation les Français qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. Et donc là, du coup, voilà, Bolloré apporte sa contribution à l'édifice oligarchique et vous permet de vous distraire pendant un certain temps. Et donc moi, là-dedans, je rentre un peu au Fenwick avec une série de textes qui me sont venus, comme j'ai déjà dit 1000 fois, mais de mes rencontres avec l'ensemble de ces acteurs, en fait, que ce soit Xavier Niel et compagnie, c'est des gens que j'ai rencontrés, fréquentés, des journalistes de ces différentes rédactions, comme avocat de Mélenchon, de Juliane, et ainsi de suite. Enfin, il y a eu 1000 façons pour moi de croiser ces individus. Et je décide de vous dire, les cocos, c'est une illusion. C'est une illusion, et en fait, vous vous laissez emporter par des mouvements que vous ne maîtrisez en rien, qui vont vous amener quelque part à une forme d'acceptabilité et d'acceptation de la situation dans laquelle vous êtes plongé, qui va être une situation qui peut-être vous sera relativement agréable dans le meilleur des cas, mais qui se fera au détriment de toute façon du bien commun et de la majorité, et que l'on est par ailleurs en train de rentrer du fait de ce que l'on appelle le changement climatique ou l'anthropocène, qu'importe, c'est-à-dire un changement radical du mode de production qui va être imposé par des contraintes extérieures, par la transition des énergies fossiles vers l'électrique, qui va impliquer des besoins de financement immenses que ces gens-là vont essayer de faire reposer sur vous. Et c'est exactement le principe de la taxe carbone. Le principe de la taxe carbone, c'est faire payer à l'ensemble des Français l'impéritie de nos dirigeants, leur incapacité à réorienter l'appareil productif à temps, et donc de le faire financer par la population par une augmentation en fait de leur facture, tout simplement, qui va par ricochet permettre de réorienter la politique productive de ce pays. Mais donc à aucun moment un financement par le haut, par les bénéfices extraordinaires qu'ont fait pendant ces décennies l'ensemble des puissances pétrolières, énergétiques, mais aussi l'ensemble de ces classes dirigeantes qui, in fine, a récupéré les fruits par les dividendes de ces opérations et de ce mode de production, mais par le bas, par ceux qu'on a par exemple incité pendant des décennies à rouler en diesel, à acheter des diesels à titre subventionné, qui se retrouvent avec leur voiture dont rit tant Benjamin Griveaux, alors qu'en fait, elles n'ont acheté que parce que justement on leur a demandé de les acheter, qu'en fait on s'est un peu planté, et qu'en fait il est peut-être temps de changer, il est peut-être temps de les faire payer pour les faire changer. Donc en fait, cette tension économique va s'accroître parce que les besoins de financement de ce petit Paris et de ses pouvoirs vont s'accroître, parce qu'ils doivent organiser cette transition et la mettre en œuvre pour préserver leurs privilèges, parce que par ailleurs, l'entre-soi parisien que j'ai décrit, notamment en faisant le portrait de Gabriel Attal dans Crépuscule, produit de la médiocrité, c'est-à-dire qu'à force de rester
entre vous, entre fils d'eux et ainsi de suite, il y a un moment donné où il y a une absence de stimulation intellectuelle qui fait que quand vous êtes aujourd'hui à Polytechnique ou à l'ENS, vous avez entre 80 et 90% d'enfants des catégories socio-professionnelles supérieures. Donc vous avez entre 1 et 4% de fils d'ouvriers, d'employés. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la concurrence pour entrer dans les meilleures écoles du pays, qui elles-mêmes vont déterminer avec une quasi-certitude votre capacité à accéder à des positions de pouvoir par la suite, et donc de décision au sein du Petit Paris, n'est organisée qu'entre les enfants d'une même classe. Et qu'est-ce que ça produit? Les mêmes effets que l'endogamie au sein de la royauté dans le XVIe et XVIIe siècle. Vous commencez à avoir des visages déformés parce que, en fait, il y a une diversité génétique qui s'affaiblit, et donc vous commencez à avoir des débiles mentaux à terme. Donc, en fait, on est en train de vivre ça à l'échelle de la société française, évidemment de façon un peu moins directe, c'est-à-dire la chute de QI n'est pas si immédiate au sein du Petit Paris, mais vous comprenez bien que si vous mettez en concurrence 10 000 personnes et non pas 500 000, par essence, vous avez moins de chances d'avoir de 100 très brillants à la fin que si vous l'aviez fait dans un pool de population plus large, où en effet, les fils d'employés, d'ouvriers, etc., qui composent quand même plus de 50% de la population française, avaient véritablement eu la possibilité de faire valoir leur talent, leur expérience, et ainsi de suite. Et donc, on est dans une dégradation à la fois par la contrainte extérieure, qu'on appelle climatique, qui est en fait énergétique, et par la contrainte intérieure, de par l'absence de mise en concurrence de ces espaces-là, qui est aussi liée à des effets... et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir c'est important en fait de se former à toutes les disciplines, parce qu'en fait, qu'est-ce qui produit entre autres cette endogamie, au-delà des mécanismes de reproduction sociale que j'ai décrit notamment dans mon discours à Polytechnique, c'est la question tout simplement de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleures écoles, entre guillemets, en tout cas celles qui vous donnent le plus de chances d'accéder à ces grandes écoles, qui elles-mêmes vont déterminer votre capacité à accéder au pouvoir, se trouvent dans des quartiers où le loyer au mètre carré est de 15 000 euros. C'est-à-dire, en fait, la diversité sociale est complètement nulle. Alors qu'il y a 20 ou 25 ans, il y avait encore une forme de diversité sociale à Paris qui faisait que vous vous trouviez à l'école publique à côté de quelqu'un qui était le fils de la gardienne, de l'artisan du coin, de je sais pas quoi, et que par ce mélange, en fait, il y avait déjà une forme de stimulation parce qu'il y avait des mondes différents et des réalités sociales différentes qui se confrontaient avec des imaginaires différents, donc ce qui crée de la créativité, et au-delà, évidemment, une simulation à la fois pour les enfants des classes supérieures et à la fois pour les enfants des classes qui sont dominées et qui avaient la possibilité, éventuellement, même si c'était à la marge, de se mettre en concurrence avec ces individus-là. Et pourquoi est-ce qu'on a cet accroissement délirant des prix de l'immobilier à Paris? Mais c'est tout simplement du fait de la spéculation immobilière, qui est liée à quoi? En fait, à la politique monétaire. C'est-à-dire au choix de confier la création monétaire aux banques, et à travers les banques au système financier, avec en fait une réorientation de la création monétaire vers les actifs immédiatement rentables, donc d'une part le marché des actions et compagnie, qui du coup se maintiennent, comme on l'a vu pendant la crise économique, dans une spirale inflationniste qui est sans rapport avec la production réelle, avec du coup une montée des actifs et donc une croissance de la richesse de ceux qui ont déjà quelque chose, donc une réduction de la mobilité sociale, avec au contraire un appauvrissement de le reste de la société parce que, en effet, la production ne continue pas à avoir les résultats qu'elle avait jusqu'alors et que donc du coup, quand vous vous nourrissez, quand il s'agit de trouver de l'emploi, c'est de plus en plus difficile. Et par ailleurs, au-delà de cet effet immédiat de fuite dans le marché des actions et donc de renforcement des inégalités qui elles-mêmes vont renforcer la spéculation immobilière parce que du coup, il va y avoir une concurrence entre un pool de personnes qui voient leurs revenus croître pour avoir accès aux mêmes appartements dans les meilleurs quartiers de Paris, et ainsi de suite. Et au-delà de ça, tout simplement une fuite dans l'investissement immobilier, qui est un investissement immédiatement rentable, qui n'est pas productif, mais qu'importe, parce qu'on est tous là pour se faire de l'argent le plus rapidement possible, et pas pour permettre à la France de reavoir un tissu industriel, parce que de toute façon, en fait, les personnes qui forment le socle électoral, qui aujourd'hui votent encore, justement, s'appuient sur ces dynamiques économiques qui sont évidemment délétères, parce qu'elles ne produisent rien, et non pas sur les dynamiques économiques qui, dans le capitalisme industriel de l'après-guerre, pouvaient être considérées comme ayant un certain sens, que vous soyez de gauche ou de droite, et qui du coup en fait permettaient des débats publics d'intérêt. Donc, pardonnez-moi, là c'est une sorte de crochet par une question qui pourrait sembler à 1000 km de ce que l'on est en train d'aborder, mais qui en fait est hyper déterminée par les facteurs que l'on est en train de décrire, et qui en fait
du coup, par ces ricochets, finit par créer l'entonnoir dans lequel on s'est retrouvé et qui finit par faire qu'un garçon comme moi, qui aurait dû être très satisfait d'être dans un ministère, voire d'en avoir un, sous la politique macronienne, du fait d'une série de facteurs qui, à mon avis, sont très largement liés à mon engagement justement auprès de Wikileaks, de Julian Assange et de la découverte de la violence d'État que ça a produit, finit par vous dire que il serait peut-être temps que vous, étudiants de droit de l'Université de Poitiers ou étudiants de l'Université de Poitiers ou à la marge Gilets jaunes de Poitiers qui est devenu ici, preniez une capacité, enfin, vous engagiez politiquement dans une dimension révolutionnaire, non pas du fait d'une quelconque romantisation de ma part de cette voie-là, parce que je sais ce qu'elle en coûte pour l'avoir à peine goûté pendant les Gilets jaunes, mais aussi, encore une fois, de par Wikileaks, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas le choix. Et que si vous voulez aujourd'hui, un jour, redevenir souverain politiquement et sortir la France de l'étau dans lequel elle est, de cette espèce d'État néocolonial qui ressemble un peu à une sorte, enfin, dans lequel on ressemble de plus en plus à un potentat, où on a une élite dirigeante enfin, un pays qui pourrit par la tête, avec une élite dirigeante qui se satisfait des prébendes qu'elle arrive à récupérer de la mondialisation et de son asservissement progressif à des forces plus dynamiques qu'elles soient chinoises, états-uniennes, russes ou autres, et le reste de la population qui voit en fait ses perspectives de vie stagner, voire s'effondrer, avec évidemment par ailleurs une augmentation énorme de la souffrance sociale et psychique du fait non seulement des inégalités, mais plus largement de la façon dont se structure le territoire à travers justement ces zones d'activité commerciale qui elles-mêmes sont produites par la corruption, toute une série en fait de dispositifs qui, au sein des territoires, vont en fait vider notre pays de sa vie, vont créer des sentiments de solitude de plus en plus importants et vont amener tout simplement à une souffrance psychique énorme que les Gilets jaunes ont momentanément soulagée et qui me semblait être la plus précieuse de leur contribution. Donc, apporter ma pierre à cet édifice en vous disant que si vous vous lancez un jour, en fait, vous aurez un petit guide qu'il faut adapter à votre sauce, hein, mais qui vous permettra peut-être à partir de là de vous organiser en cellules, de commencer à réfléchir à l'échelle locale, quels sont les lieux qu'il faudrait aller rechercher de la même façon pour essayer d'aveugler Paris, en l'occurrence évidemment les préfectures, comment est-ce que vous devriez vous organiser avec les personnes que vous voyez autour de vous qui pourraient avoir une sensibilité politique proche de la vôtre pour essayer de débloquer ce pays et de le sortir des mains dans lesquelles il est empris. Eh bien, ça me semble un projet important et d'autant plus précieux qui ne fait pas grand place aux personnes comme moi. Et ça me semble plutôt heureux, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet à chacun de se dire, bon, bah, en fait, je vais pas idolâtrer quelqu'un ou je vais pas me mettre entre les mains de quelqu'un. Là, j'ai une opportunité beaucoup plus belle qui est en fait de me ressaisir moi-même de mon destin par petits pas et d'essayer de construire une alternative politique majeure. Donc évidemment, la contribution que là, je vous ai à peine présentée, enfin, je vous ai juste donné les données, mais faudrait la regarder pour avoir plus de détails. Donc le livre, je l'ai mis en PDF, en livre accès sur Internet, sur aurore.org, parce que sinon je serais juste un vulgaire commerçant qui suis en train d'essayer de vous vendre sa camelote, et doit s'accompagner. Quelle est l'étape suivante? Évidemment, la plus importante, une fois que vous avez dit ce que serait l'après ou ce à quoi pourrait ressembler l'après. Ben, c'est comment arriver à l'après. Donc là, je vous donne les coordonnées de destination, et là où il vous appartient de réfléchir maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour, à un moment donné, se retrouver, non pas en position de provoquer un mouvement comme celui des Gilets jaunes, parce que ces mouvements-là naissent d'eux-mêmes, et en fait se lancent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de fait générateur qui est lié à la volonté d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est à un moment donné la souffrance sociale et la lucidité par rapport aux sources de cette souffrance sociale qui le génère. Donc ça, c'est une première chose. Mais par contre, vous pouvez vous dire, moi, demain, si sur les champs, il y a un mouvement tel, avec une telle sympathie du reste de la population et avec tellement de personnes que je sais que je ne m'exposerai pas outre mesure en tentant quelque chose, eh bien, au lieu d'aller piller la boutique Swarovski du coin, il y a peut-être un autre lieu que je pourrais infiltrer et duquel je pourrais faire quelque chose d'intéressant. Voilà, merci. On pourrait poser des... Je ne sais pas si vous voulez faire une... Enfin, je ne sais pas si on a le temps de faire des questions ou... peut-être derrière vous et après vous. Donc c'est un livre. Oui, alors donc le plan est dans le livre. Alors le plan n'est que dans le livre physique et il est sur Internet en version dans une vidéo YouTube que j'ai appelée très très sobrement Abattre l'ennemi, prendre Paris. Et le plan dans cette forme-là n'est pas encore accessible, non pas par esprit de rétention de ma part,
Mais tout simplement parce que quand vous créez trop de coordonnées dans Apple Maps, ça vous fait un lien qui fait à peu près 10 pages et qui n'est pas partageable. Donc on n'a pas résolu ces petits problèmes techniques qui nous fait dépendre des GAFAM, ce qui est un autre sujet d'ailleurs dont on devrait parler, mais qui fait que vous êtes obligé de vous appuyer pour l'instant sur la version papier qui est disponible à droite à gauche en librairie. Bah, bien sûr, mais donc il y a une alternative à Apple Maps qui s'appelle Open Maps. Donc si quelqu'un se sent de reproduire les 120 petits lieux que j'ai mis dans le livre dans une version libre d'accès, je pense que ça pourrait être pas mal pour le partager et pour sortir de cette dépendance qui est extrêmement importante et paradoxale, parce que comme vous le savez, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, les Gilets jaunes correspondent au moment où Mark Zuckerberg décide très souverainement dans sa petite tour californienne de favoriser la viralité des contenus partagés sur les groupes et des lives. Donc en fait, quelques mois avant, il y a cet effet-là. Et donc, ce qui était visiblement pas prévu par Zuckerberg, c'est que ça allait enflammer la France. Mais en l'occurrence, de par ce changement algorithmique, il y a une puissance qui est accordée au contenu politique partagé sur ces espaces-là, qui va permettre d'engranger les Gilets jaunes, en tout cas de leur donner une puissance qu'ils n'auraient probablement pas eu auparavant. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, Facebook a décidé de réduire la viralité des contenus politiques sur sa plateforme. Donc, ils ont commencé par un certain nombre d'autres pays, ça ne s'applique pas encore en France, mais c'est-à-dire qu'on est dépendant d'un outil qui, évidemment, lui-même est lié à une structure de pouvoir qui est extrêmement nocive. Et se mobiliser à travers ces outils-là, c'est accepter que notre sort dépende des décisions arbitraires qu'ils vont prendre à tel moment, qui vont nous être favorables ou nous être défavorables. En l'occurrence, Facebook n'en a strictement rien à faire de quel type de régime politique existe en France, tant qu'ils arrivent à tirer des revenus de la France. Et donc, gilets jaunes, pas gilets jaunes, c'était pas trop leur problème, à court terme du moins. Évidemment, depuis, il y a eu un certain nombre de rencontres avec Emmanuel Macron et compagnie, et à mon avis, il y a eu quelques ajustements. Mais la question de comment est-ce qu'on se resouverainisme par rapport à ces outils-là, qui par ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire que tous les leaders politiques de demain français, alors peut-être moins sur Facebook, parce que cette génération utilise moins Facebook que la mienne, mais ont l'intégralité de leurs données et de leur vie privée, depuis leurs 13-14 ans, captées sur des serveurs sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat et compagnie, qui sont elles-mêmes accessibles immédiatement, parce qu'il y a une backdoor par les services de renseignement états-uniens. C'est-à-dire que les services de renseignement états-uniens se sont constitués une base de données sur tous les leaders politiques potentiels de demain de la planète entière, et pourront évidemment les utiliser quand ils le souhaiteront à des fins X ou Y, que ce soit les contenus, des discussions WhatsApp, etc. Et tout ça est archivé par la NSA. Et c'est les révélations d'Edward Snowden qui, justement, montrent qu'en fait, il y a une entreprise immense, non seulement de surveillance sur le moment, mais de captation des données à des fins de constitution, pour le coup, d'une bibliothèque des populations, qui font que c'est un des enjeux, à mon avis, fondamentaux de souveraineté de demain et auxquels on va avoir beaucoup de mal à échapper. Alors évidemment, in fine, ils dépendront toujours de leur capacité à mobiliser des moyens physiques, c'est-à-dire des personnes humaines, pour cibler ces personnes sur lesquelles ils ont eu des informations. Mais comme je l'ai senti en espèces, c'est-à-dire dès le moment où vous devenez un peu trop menaçant, enfin dans ma situation, dès le moment où vous devenez un peu trop menaçant, ça va très vite. Ça va très vite et vous n'avez aucune arme en fait pour vous défendre face à ça. Donc évidemment, c'est une question fondamentale. Bon, en l'occurrence, moi je joue une dialectique assez particulière et vous voyez bien que si je me permets de parler de tout ça aussi ouvertement, malgré la radicalité apparente, j'en sais rien, mais enfin quand même le fait qu'on n'est pas, je suis pas en train de vous proposer de voter aux élections municipales, quoi. Il y a l'idée que de toute façon, en fait, je suis dans une dialectique avec le pouvoir aujourd'hui, qui fait non pas que j'ai rien à perdre, mais en fait que quelque part mon espérance de vie politique, au moins, est extrêmement limitée, voire complètement nulle, et que j'ai tout intérêt à offrir le plus vite possible le maximum d'outils que j'ai tirés d'une expérience qui, que je le veuille ou pas, en fait, m'a permis de fréquenter des mondes qui, en général, enfin, qui sont difficiles d'accès, et qu'il faut que j'aille très vite, et qu'il faut que je rende au maximum le plus rapidement possible. Et dans ce texte, je dis que j'ai été menacé sur les questions de mœurs, c'est que j'ai été menacé qu'on me sorte une affaire de mœurs. Il était publié en mars, hein, enfin, donc un mois et demi avant les événements, il a été écrit en octobre précédent. Et je dis dans ce texte, du coup, moi, en fait, c'est un testament, quelque part. Et un mois et demi plus tard, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de dire,
rendre le maximum à ce pays qui m'a beaucoup apporté tant que je peux. Et si on peut continuer malgré ça à tenir un temps, bah, tant mieux. Et sinon, à un moment donné, ça s'arrêtera et d'autres prendront le relais sans difficulté. Allez-y, et après... Vous utilisez souvent, déjà merci beaucoup pour la conférence. Vous utilisez souvent le terme de violence, que ce soit la violence politique, la violence symbolique, etc. Et je crois, si je ne me trompe pas, que votre thèse universitaire, c'est aussi sur la violence institutionnelle, c'est quelque chose qui ressemble, qui s'en rapproche. Et je vous demandais quelle serait votre vision sur la légitimité de la violence, en fait, qu'elle soit utilisée pour des modalités révolutionnaires ou pour le monde d'après, comme Moi, j'ai j'ai une limite qui est, je sais pas si éthique, mais qui est la violence sur les corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui en moi répugne à la violence sur les corps de façon générale. J'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie. J'ai été frappé 2-3 fois, mais enfin sans grande conséquence. Et je sais pas si c'est un habitus de classe, je sais pas à quoi c'est lié, mais en tout cas j'ai cette idée que si on commence à atteindre les corps, on rentre dans le jeu de l'ennemi et on se retrouve mis en difficulté. Après, la violence, c'est intéressant que vous me fassiez ce reproche, parce que moi, c'est un reproche que je faisais souvent aux médias. Qu'est-ce que ça veut dire, la violence? En fait, la violence, c'est un terme qui est extrêmement large, qu'on utilisait notamment pour décrire les bris de vitres sur les Champs-Élysées pendant qu'il y avait manifestation de Gilets jaunes. Ça, c'était violent pour les médias. Les 15 000 morts qui sont provoqués par le chômage de masse en France depuis les années 2000, tels qu'ils ont été décrits par l'INSERM, enfin, dans une étude statistique qui a été faite, qui montre qu'il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année des conséquences du chômage, ça, c'est pas de la violence dans l'espace public français. Il y a rien qui le catégorise comme violent, le fait que, du fait du chômage de masse, il y a des couples qui se déchirent, des familles qui se désintègrent, des personnes qui s'effondrent dans la dépression, qui prennent des antidépresseurs, qui rentrent dans l'alcoolisme. Enfin, toute cette violence sociale est complètement inexistante dans la société. On se demande pourquoi, d'ailleurs. On se demande qui s'arrange. Donc, quelle est la définition de la violence et quel est notre rapport dialectique par rapport à cette violence? Je pense que c'est justement la question, c'est à vous de la résoudre par la question de l'organisation, c'est-à-dire des moyens que vous aurez à mettre en œuvre pour amener justement à cette rupture institutionnelle avec le monde que je vous décris. Moi, il m'apparaît très clair, par exemple, que si on se retrouve dans une situation à nouveau comme celle de 2018, où il y a un tel manque de légitimité de la part du pouvoir politique, il y a une telle violence utilisée par le pouvoir politique contre ces populations pour essayer de l'étouffer, couper l'électricité de la préfecture, les câbles qui fournissent l'électricité de la préfecture, ça me semble pas trop violent, quoi. Enfin, et encercler la préfecture jusqu'à ce que les gens sortent, et ainsi de suite, ça me semble pas violent. Le Puy-en-Velay, ça m'a pas semblé violent. La façon dont Macron s'est fait exfiltrer de cette partie de territoire et dont on a remis en question l'autorité étatique dans ce territoire ne va sembler excessivement violent par rapport à la violence qui est exercée à l'époque par le pouvoir politique. De la même façon qu'on ne considère quasiment jamais comme violentes les actions des agriculteurs qui pourtant peuvent être particulièrement véhémentes, y compris contre des personnes, mais la plupart du temps contre des institutions, parce qu'on considère que leur souffrance est légitime et qu'à partir de là, il est normal qu'ils essaient de faire entendre leur voix parce qu'ils ne sont pas entendus. Et donc, vous voyez, en fait, il faut intégrer cette question-là à la situation politique à laquelle vous vous trouvez et la légitimité que vous pouvez trouver. Moi, par contre, là où je préviens, c'est des dangers d'une dérive qui a existé dans les années 70 et 80, notamment à l'extrême gauche, qui est celle d'une violence qui n'a aucun sens, qui était celle, par exemple, des brigades rouges. Et pourquoi est-ce que ces violences n'avaient aucun sens? Non pas parce qu'elles n'avaient pas de sens en soi, mais parce qu'elles ne produisaient pas de sens. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé d'utiliser la violence politique, notamment par toute une série d'attentats en Allemagne de l'Ouest contre des autorités économiques, qui avaient pour vocation de provoquer une prise de conscience dans l'espace des dominants, comme quoi ils étaient vulnérables et ainsi de suite, et à partir de là, poser les prolégomènes d'une révolution politique. Ce qui s'est passé, c'est que du fait d'une mauvaise lecture des coordonnées politiques par la Brigade des Armées Rouges et ses factions diverses, en fait, l'étau s'est très vite renversé contre eux, et ils sont juste retrouvés en tôle après avoir tué un certain nombre de personnes ou kidnappé un certain nombre de personnes et posé des bombes à droite à gauche, et de n'avoir strictement rien produit politiquement, si ce n'est un renforcement du camp dans lequel ils se trouvaient. Et donc cette violence nihiliste, parce que justement, elle n'était pas assez réfléchie, elle ne comprenait pas bien les coordonnées dans lesquelles elle s'exerçait, votre objectif, c'est de l'éviter à tout prix. C'est de l'éviter à tout prix pour éviter de vous retrouver d'une part en tant qu'individu dans une situation dévastatrice, et d'autre part
de nuire à des personnes sans produire un effet politique qui serait bénéfique à l'ensemble de la population, à une grande partie de la population. Et donc ça exige de votre part, en amont, une réflexion très importante, non seulement sur la situation politique, mais aussi sur ce que vous proposeriez en termes d'alternatives immédiates pour permettre à des personnes en fait, de se retrouver dans une situation qui, en effet, leur soit plus bénéfique, que ce soit spirituellement ou économiquement selon vos priorités, mais en tout cas que vous ayez une idée quand même de dans quelle direction vous allez, et que vous ne vous retrouviez pas à sacrifier votre vie, à sacrifier des vies de tiers sans raison. Et ça, c'est très très important de s'en protéger. Et après, ouais. Allez-y. Vraiment, je vous dis sincèrement que y a un problème de système pour moi, vraiment, et je pense que toute adhésion à ces dispositifs-là relèverait plus de la crédulité et du coup d'une forme de complicité passive que d'autres choses. La satisfaction narcissique qui consiste à avoir l'impression que vous avez un poids politique parce que vous glissez un bulletin dans l'urne tous les 5 ans dans les coordonnées que je vous ai décrites. Enfin, moi, je veux bien que ça vous donne l'impression que vous vivez en démocratie et que vous êtes très vivant et très actif et que votre modèle est extraordinaire. Mais dans les faits, vous voyez bien que ce n'est pas ça, en fait, qui va vous rendre producteur d'effets politiques, ni en termes individuels, évidemment, ni collectivement, ou alors seulement à la marge. Donc, j'incite seulement à la méfiance par rapport à cela. J'incite évidemment, si vous pensez qu'à un moment donné, il y a peut-être une alternative qui sera moins pire que l'autre, etc., à évidemment vous engager si vous le souhaitez, mais tout en ayant conscience que si vous souhaitez une reconfiguration plus générale de la situation politique de ce pays, il va falloir investir, il va falloir s'engager réellement. Et ça, c'était quelque chose que j'avais envie aussi de transmettre à nos amis qui ont exprimé leur opinion en début de conférence. Enfin, il ne suffit pas de prendre 2 coupures de presse et de les mettre sur un tract pour produire du politique. Vous voyez, enfin, le politique, c'est quand même une chose suffisamment sérieuse pour s'exiger de travailler les sujets, de travailler les questions sur lesquelles vous voulez vous impliquer, afin d'avoir peut-être, hypothétiquement, la possibilité d'être un minimum pertinent et de ne pas récolter 3 likes et demi sur les réseaux sociaux pour rentrer chez vous fier de vous et vous complaire dans cette situation qui, in fine, ne bénéficiera, encore une fois, comme vous le disiez, qu'aux GAFAM. Vas-y, oui, j'en prie, après. Oh oui, la conférence déjà annulée il y a 2 ans à Poitiers. Ouais, à Sciences Po Poitiers, ouais. Et à la fin, je voulais poser une question. Je fais l'écho de ça par rapport à la violence. Vous m'avez répondu que, en fait, il faut avoir l'esprit un peu de sacrifice. Après, pour une cause, là, vous avez complété un peu aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se sacrifier pour ça. Parce que j'avais posé une question sur l'engagement et le péril. J'ai 2 petites questions. D'abord, une première pour chipoter encore sur le langage. Je suis des auteurs comme par exemple François Desbrudeaux, Frédéric Lordon, et sur le lexique, vous employez le mot peuple. Ces 2 auteurs critiquent par exemple en disant qu'il faut plus utiliser le mot précis en utilisant le mot classe populaire. Le mot peuple est souvent l'apanage d'extrême droite. Vous parlez de puissance, petit Paris, et pas de bourgeoisie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous défendez là-dessus. Et deuxième question, par rapport au rôle des services secrets, vous avez dit ça un peu à un moment. Vous êtes devenu un peu l'ennemi de certains services secrets, semble-t-il, américains, français, peut-être plus, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des alliés? Est-ce que vous pouvez avoir des alliés en filigrane? Ok, donc merci pour ces questions. Peut-être une dernière après, parce qu'il y a une femme qui voudrait poser une question, et c'est important aussi. Du coup, il n'y a pas de parité, mais au moins un minimum de... sur la question sacrificielle, c'est une discussion que j'avais avec Assange, et je pense que j'en avais parlé à l'époque. Il faut quand même avoir en tête, avant tout, que une société qui héroïse, et en particulier qui héroïse ceux qu'elle amènerait au sacrifice, est une société dysfonctionnelle. En fait, c'est la dysfonction de la société qui produit des sacrifices et donc des héros. Et donc, en fait, on a tout intérêt quand même à remettre en perspective à chaque fois qu'on rentre dans un discours martyrologique ou sacrificiel, le fait que c'est le fruit d'un problème systémique
et non pas quelque chose qu'il faudrait glorifier. Ça, c'est quelque chose dont j'avais beaucoup prévenu au tout début de la crise sanitaire, de la première crise sanitaire, quand on avait tous ces discours sur applaudir les soignants, etc., et tous ces discours très empathiques soudain de la part du gouvernement, ce qui était quand même particulièrement indécent à leur égard, qui était de dire faites attention, un pouvoir qui vous appelle à héroïser telle frange de la population, etc., c'est un pouvoir qui veut les amener au sacrifice. Et donc, en fait, ils sont en train de nous exposer. Donc, moi j'ai pas évidemment, appeler au sacrifice, c'est ridicule. On n'a pas le droit de le faire, de toute façon, parce que c'est une démarche qui est individuelle et dont il est très difficile de la rendre productrice de sens. La réalité de la société, c'est des sacrifices quotidiens de la part de millions de Français, et encore plus, évidemment, à l'échelle mondiale, parce que la violence est encore plus forte en dehors de ce pays, pour rien. Et c'est pour ça que j'appelle avant tout à la pensée, parce qu'en fait c'est à travers la pensée que vous allez pouvoir donner un sens à vos actes et que vous allez pouvoir avoir la certitude que même si du coup il y a une possibilité qu'ils deviennent sacrificiels, ils pourront produire du sens. Et c'est ce qui éventuellement va vous amener à pouvoir accepter l'hypothèse sacrificielle. C'est parce que en fait vous saurez que quoi qu'il arrive, il y a une forme de certitude dans le pourquoi de votre geste. Et là, à partir de là, quelque part, vous êtes prêt à embrasser toutes les conséquences potentielles de vos actes sans avoir peur, ou en tout cas en ayant peur, mais sans reculer. Ça, c'est le premier élément. Sur le dernier élément, sur la question de la bourgeoisie, en fait, parce que je trouve que le terme n'est pas assez précis, je trouve que le petit Paris correspond à une réalité sociologique très spécifique qu'il faudrait encore en fait détailler, parce qu'au sein du petit Paris, on a l'impression que les bourgeoisies parisiennes, c'est un bloc, mais pas du tout. Moi, j'ai découvert à 17 ans les bourgeoisies de la rive droite, du 16e arrondissement, les héritiers des grandes bourgeoisies industrielles, etc. C'est des mondes complètement différents de ceux que j'avais connus jusqu'alors, qui étaient de la bourgeoisie culturelle du 6e arrondissement, qui en fait est d'ailleurs, ce sont des bourgeoisies en général plus récentes, d'une autre type de catégorie socio-professionnelle, d'une autre type d'idéologie politique, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ni bourgeoisie, ni classe dominante, il faudrait, et c'est très important de rentrer dans le détail de la description de chaque réseau de pouvoir, parce que c'est comme ça seulement que vous arrivez éventuellement à les démanteler. Et il y avait une question intermédiaire entre ces trois. Oui, alors ça, c'est très très important comme question. J'ai parlé avant-hier, il y a quelques jours, avec une grande figure d'un mouvement idéologique important à une échelle continentale. Je ne peux pas en dire plus parce que je respecte sa confidentialité. Et c'est quelqu'un qui m'a expliqué comment en fait il avait survécu en s'appuyant sur des réseaux étrangers parallèles. C'est-à-dire que sans rien de ce qu'il me disait, et j'ai aucune raison d'en douter, sacrifié à son indépendance, il avait ponctuellement réussi, en s'appuyant sur la Russie, sur le Venezuela, sur je ne sais pas quel autre pays, à survivre dans une position d'hyper-marginalité au sein de l'espace politique parce qu'il était en confrontation directe avec des pouvoirs. Et moi, à tort ou à raison, j'ai toujours eu la conviction que dès le moment que je rentrais dans quelque chose comme ça, j'étais foutu. Et qu'en fait, le seul capital que je pouvais avoir, c'était celui de ma sincérité et le fait de devoir rien à personne. Et que dès le moment qu'en fait, vous commencez à accepter même une compromission hyper minimale, comme par exemple passer de façon régulière à Russia Today, qui m'a harcelé pendant des mois et des mois pour que je fasse des émissions et des émissions. Et je n'ai accepté, à une exception près, je pense, de faire que les émissions de Frédéric Tadei, parce que c'était des émissions intellectuelles qui avaient du sens, etc. Et des petites choses comme ça, en fait, qui peuvent sembler insignifiantes, vous placent déjà dans une forme de dépendance et d'instrumentalisation potentielle par l'accoutumance à l'audience que ça vous donne, et ainsi de suite, qui vont faire que vous allez avoir une inhibition naturelle très petite quant à l'idée d'un moment donné, critiquer le pouvoir qui alimente ces espaces-là. Et donc à partir de là, en fait, si vous faites ça, vous êtes déjà en train de perdre un lien avec le pays en fait que vous défendez et qui est censé être l'objectif ultime de votre engagement politique. Donc je n'ai pas du tout de protection de cet ordre-là consciente. Il y a un énorme défaut qui consiste chez beaucoup d'acteurs politiques à croire tout contrôler et à croire que tant que vous n'acceptez pas une compromission consciente, vous n'êtes pas compromis, ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez être très bien pris en fait dans des réseaux sans le savoir, infiltré, et ainsi de suite. Et là, j'ai aucune façon de le dire à part que j'essaie de faire attention et que ça me dégoûterait si je me rendais compte que j'avais été instrumentalisé à tel ou tel moment pour aller dans telle ou telle direction. J'ai bien vu, comme je vous le racontais pour la Russie, c'est un petit truc des 1000 tentatives que le pouvoir russe a mis en œuvre pour essayer de m'intégrer dans un certain nombre d'éléments. Ça a été le cas pour d'autres dispositifs de pouvoir. On ne sait jamais, mais l'enjeu, c'est d'essayer d'être, en fait, de se déraciner au maximum, et c'est ce qui m'est arrivé courant
juste avant les Gilets jaunes, où j'ai quand même fini par me retrouver, tout en étant l'avocat d'Assange et de Mélenchon à l'époque, par me retrouver au RSA, par refus d'être payé par l'un et en particulier par l'autre, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, parce que je considérais que si une quelconque forme de dépendance économique me liait à cette personne, mon jugement politique serait affecté. Donc ça, plus l'ensemble des choix que j'avais fait à ce moment-là, m'ont mis dans une situation de précarité économique très violente et du coup sociale, qui s'est résolue par miracle et dans une très grande beauté avec Crépuscule, qui est quand même un PDF en libre accès et qui est resté pendant 6 mois avant de devenir un livre et qui a quand même été acheté par 150 000 personnes. Enfin, ce qui en fait m'a permis pendant 2, 3, 4 ans de survivre et donner rétroactivement raison au fait d'avoir refusé toute forme de compromission, petite ou grande, même par des chroniques dans des médias, etc. Tout ce qui en fait aurait fait que quelque part ma langue aurait été partiellement tenue. Parce que ce que je décris dans Crépuscule, et il faut absolument que vous ayez ça, preniez ça en compte, tous les acteurs de l'espace international français ont une forme d'autonomie. Il n'y a pas de censure absolue aux Parisiens, au Monde, etc. Vous avez le droit d'agir dans une certaine manière. C'est juste qu'il y a des sujets que vous pouvez traiter un peu moins que d'autres, ou que vous pouvez traiter de façon un peu différente. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez jamais un espace dans lequel une vérité, une forme de sincérité ne va émerger. En fait, tous ces espaces-là sont individuellement reliés à une forme de réseau de pouvoir, et du coup vont masquer une partie du réel, et en fait, par effet successif, ça va faire que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui va alimenter d'ailleurs beaucoup les discours que l'on dit complotistes, parce que ça va créer des creux dans l'espace informationnel, dont les gens vont se rendre compte qu'ils existent, sans réussir à identifier pourquoi est-ce qu'ils existent et où est-ce qu'ils existent exactement, parce que personne, justement, ne va les exposer, parce que tous se tiennent d'une façon ou d'une autre, même si c'est que par la marge, et du coup, considérant que ce n'est pas que par la marge, que ce n'est pas important. Voilà, pardon si j'ai été un peu long. Ouais. Non, moi, je vous appelle vraiment à vous indifférer d'élection. En fait, la meilleure claque que vous pouvez donner à ces gens-là, c'est sans renoncer éventuellement, encore une fois, le cas échéant, à essayer de peser à la marge sur le dispositif, c'est de montrer qu'en fait, vous n'êtes pas dupe et que ce spectacle-là, quelque part, à part du dégoût, ne suscite pas grand-chose en termes vitaux à votre égard, parce que c'est ce qui les assèche, en fait. C'est ce qui les met en position. Alors, ils resteront au pouvoir, hein, et j'ai fait l'analogie avec nos anciens potentats, nos anciennes colonies qui ont pourri par la tête pendant... En fait, ça peut pourrir pendant des décennies, parce que tant qu'eux, ils ont suffisamment de pouvoir pour maintenir leur emprise sur les ressources qu'ils collectent régulièrement, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui peut être délétère de façon infinie, mais il peut y avoir aussi le petit miracle qu'on a commencé à connaître en 2018, qui fera qu'à un moment, il y a une agrégation de forces qui ne s'étaient jamais mobilisées politiquement jusqu'alors, ou qui se concentraient que sur des boucs émissaires pour essayer de déverser la violence qu'ils subissaient, et qui soudain, en fait, renversent ou tente de renverser la table avec, encore une fois, ce qui manquait peut-être en termes de maturité politique, ce qui nous manquait en termes de maturité politique collectivement, pour en effet produire des effets au-delà de ce qu'on a obtenu, qui était déjà précieux pour d'aide aux plus démunis, ainsi de suite. C'est les milliards qu'avait débloqué Macron à ce moment-là. Il y a 2 autres femmes qui posent des questions. C'est mon excuse. Ok. C'est une question très compliquée qui s'est posée à moi quand j'ai eu à défendre Piotr Pawlenski. Vous vous souvenez quand il a révélé la vidéo de Benjamin Griveaux où on voyait son sexe, où on le voyait se masturber, qu'il avait envoyé à une étudiante sur Instagram. Moi, j'avais un désaccord fondamental avec le geste, d'un point de vue avant tout politique. C'est-à-dire que je considérais que l'efficace de ce genre de geste était nulle et que que par ailleurs, en fait, ça ne pouvait créer que des effets, plutôt dévastateurs pour lui en l'occurrence et pour les idées qu'il voulait défendre à travers ce qu'il considérait comme un geste artistique. Ce qui s'est passé pendant cette affaire, me fait penser que je n'ai pas mené au bout encore ma réflexion sur ces questions, parce que on a eu quand même une crise de panique particulièrement étrange de la part des classes sociales dominantes, c'est-à-dire qu'entre le moment où Piotr Pawlenski fait son geste,
le 12 février, donc le moment où Griveaux démissionne, le 14 février, et le 16 mars, qui correspond au premier confinement, on n'a parlé que de ça. Et c'est pas on au sens de la société française, parce que je pense que dans l'ensemble, à part l'effet de curiosité, il y avait une sorte d'indifférence assez massive par rapport à cet événement. C'est-à-dire qu'il y avait les élites politiques, mais surtout l'espace médiatique, étaient en boucle, de façon complètement obsessionnelle sur ce sujet, comme s'ils ne comprenaient pas eux-mêmes pourquoi ils ressentaient à ce point ce besoin d'en parler, mais ils ne cessaient de retomber dans cette idée qu'il fallait en parler quand même, et donc d'alimenter un feuilleton qui en fait était inexistant, parce que le geste est une banalité. Enfin, c'est insignifiant, je veux dire, il n'y a rien à dire à part. Enfin, il n'y a rien à dire en fait sur cette question. Et pourtant, il y a eu cette idée qu'il y avait quelque chose là qui avait brisé un tabou au sein de cette société-là, et qu'il fallait faire payer à quelqu'un. En l'occurrence, ça m'est tombé dessus. Bon, voilà, j'étais peut-être pas au bon endroit au bon moment à ce moment-là, j'aurais peut-être pas dû prendre ce dossier. Mais au-delà de ça, une mobilisation déjà à ce moment-là de l'appareil d'État délirante, avec quand même des policiers qui sont mobilisés de façon massive pour faire arrêter Piotr Pawlenski, pour me mettre sous surveillance physique. Pour le coup, là, ils se montraient, c'était assez marrant autour du cabinet. Enfin, ils étaient vraiment là et me suivaient et ainsi de suite. Et une volonté de réprimer ce geste complètement disproportionné par rapport à sa réalité, en fait. Et est-ce que ça a produit quelque chose? Pour moi, politiquement, non. C'est-à-dire que, enfin, si, ça a produit quelque chose de quand même sidérant, c'est que ça a montré qu'ils étaient prêts, à la veille d'une pandémie, à faire sortir la ministre de la Santé de son ministère pour remplacer le candidat au pied levé, parce que c'était plus important de gagner une élection municipale ou d'essayer de maintenir une position à l'élection municipale que de préparer le pays au coronavirus. Ce qui est quand même assez sidérant. En soi, ça, c'est quand même un révélateur important. Ça a révélé quelque chose, je ne sais pas si de l'obscénité, mais en tout cas du caractère complètement auto-centré de cet espace médiatique qui tournait en boucle sur lui-même. Est-ce qu'au-delà de ça, ça produit un effet politique? Et est-ce que la personnalité de Benjamin Griveaux, avec un quelconque intérêt et effet dans l'espace politique français, moi, je ne l'ai jamais cru et je continue à pas le croire. Je pense que c'est quelqu'un, pour moi, de parfaitement substituable et qu'à partir de là, le faire sauter ou pas le faire sauter, ça change rien. Ça me fait penser de façon un peu plus peut-être radicale. C'est une grande question qui s'est posée pour l'ETA. L'ETA, vous avez connu peut-être le bout du bout, c'est-à-dire l'aspect complètement illégitime qui était en gros l'action terroriste dans un cadre où rien en fait ne venait lui apporter un sens. L'ETA commence ses activités sous le franquisme, donc dans un contexte de répression politique extrêmement marqué, dans un régime dictatorial, et va donner un des coups les plus importants qui ont été donnés au régime franquiste en mettant une bombe tellement puissante dans une rue de Madrid qui fait sauter un ministre franquiste qu'elle fait sauter la voiture, je pense, à 25 mètres au-dessus du lieu de la déflagration. Quel est l'effet politique de ce geste? Et est-ce qu'il en a un? Est-ce qu'il fragilise véritablement la structure de pouvoir à laquelle vous vous opposez? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste un sacrifice gratuit et de la personne en question qui est ciblée, et de ceux qui ont mené à bien ce commando, et de tous ceux qui, autour d'eux, en fait, vont subir évidemment une répression atroce pour venger symboliquement la violence qu'ils ont infligée? C'est une question qu'il faut sincèrement se poser. Quelques années plus tard, le franquisme tombait, mais il tombait parce que Franco mourait, pas parce qu'il y avait une quelconque déstabilisation du régime en tant que tel. Et donc, ça pose aussi la question de notre capacité réelle à produire des effets politiques à travers des actions qui sont de l'ordre groupusculaire. Est-ce que la résistance française aurait été importante sans le débarquement allié et sans en parallèle l'action de l'URSS côté Est contre le Troisième Reich? A priori, non. C'est-à-dire que la capacité à déstabiliser le régime aurait été nulle, l'effet sacrificiel aurait été maximum, et qu'est-ce qu'on en tire? Pas grand-chose. Mais est-ce que la résistance française a eu un impact sur l'histoire de France? Majeur et essentiel, parce qu'ils ont montré qu'à un moment donné, certaines personnes n'ont pas lâché prise à un moment d'indignité nationale partagée, et ils ont permis en fait de construire les réseaux qui, les lendemains, ont permis à la France de renaître en tant qu'État. Est-ce qu'on est dans une situation similaire? Pas du tout. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, il faut poser la question toujours dans l'espace politique, un espace relatif, par rapport aux coordonnées de la situation et par rapport à l'effet recherché ou non que vous pourrez produire. Et donc, encore une fois, avant tout, de la pensée. Et avant tout de la pensée, là, on n'est pas en train de parler d'attentats terroristes parce que je vous inciterai ou pas à en faire, c'est pas du tout ça. Mais y compris pour des actions d'activisme comme celles qui sont arrivées aujourd'hui, avant tout, réfléchissez
à comment est-ce que vous allez dépenser cette énergie, à quel va être le résultat de cette énergie, y compris d'une distribution de tracts, et dans quel cadre vous l'insérez pour chercher à produire un effet politique. Voilà. Désolé. La France souffre de deux faits, le centralisme et le conservatisme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en changeant le système, en lui donnant plus de souplesse comme la système fédérale ou moins régional, on pourrait, en commençant par l'éducation des enfants à l'école, assouplir justement le système? Je pense que c'est une conférence de 2 heures, là. Surtout que c'est vraiment, je préfère pas vous répondre comme ça parce que ce serait injuste par rapport à l'importance des questions que vous posez. Voilà. Enfin, c'est une vraie conférence à part entière, quoi. Une vraie réflexion sur la question du rapport au territoire et de l'État par rapport au territoire, notamment. Bon, merci beaucoup d'être venu, en tout cas. Merci. On va passer une séance dédicace. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire 2-3 mots à la fin pour